Ce joueur était vraiment surpuissant. Il a dépensé 5 millions de pièces d'or, l'équivalent de 500 millions de yens, juste pour s'offrir la totalité de la banque du jeu, forçant ainsi tous les autres joueurs à se soumettre. La raison? Deux de ses membres de guilde avaient été malmenés et il allait leur faire regretter amèrement. Tout a commencé le jour de l'apocalypse. Voici Shiro. Il s'est réveillé seul dans la ville familière d'Akihabara. Il sentait l'air humide et le soleil éclatant si intensément que tout semblait réel. Autour de lui, les autres joueurs paniquaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils portaient leur tenue de jeu et appelaient le MJ en vain. Shiro tenta de garder son calme. Il ouvrit sa fenêtre de statue et confirma qu'il pouvait accéder à ses compétences, son équipement et ses objets, y compris le sac magique œuf de Dessen. Mais quand il essaya la fonction de déconnexion, elle était totalement désactivée. Dans un bref instant d'espoir, il ouvrit sa liste d'amis et vit de nombreux noms toujours en ligne, dont Naotsugu. Immédiatement, il utilisa la télépathie, une fonction de chat vocal, pour le contacter. Et peu après, les deux amis se retrouvèrent. Naotsugu, qui venait de se reconnecter après 2 ans, était tout aussi confus. Mais il reconnut son ami Shiro, exactement comme il l'avait imaginé. Un homme aux yeux perçants, portant des lunettes. Ensemble, ils confirmèrent qu'ils étaient piégés dans le monde d'Eldertale, juste au moment où la nouvelle extension, les pionniers de la Novosphère, venait de sortir. Cela signifiait que leur connaissance du jeu pouvait être obsolète, et que de nouveaux monstres, objets et quêtes pouvaient apparaître à tout moment. Réalisant l'incertitude de l'avenir et que rentrer chez eux ne serait pas facile, Shiro décida que leur première étape serait de recueillir des informations pour mieux comprendre ce nouveau monde. Pendant qu'ils discutaient, ils rencontrèrent inopinément une ancienne camarade de raid, Akatsuki, une assassin talentueuse mais discrète qui apparaissait désormais sous la forme d'un grand personnage masculin. Akatsuki reconnut rapidement Shiro et l'approcha, non pour le saluer mais pour le supplier de lui donner une potion de changement d'apparence, un objet rare qu'elle se souvenait que Shiro possédait. Il s'avéra qu'Akatsuki était en fait une fille et se sentait extrêmement mal à l'aise d'être piégée dans un corps qui n'était pas le sien. Après que Shiro lui ait donné la potion, Akatsuki retrouva sa vraie forme, une fille menue mais agile. Reconnaissante de son aide, elle se déclara ninja et jura de servir Shiro comme son maître pour rembourser sa dette. Bien que légèrement embarrassé, Shiro accepta. Ainsi, le trio fut formé. Ensemble, ils commencèrent à explorer Akihabara et remarquèrent que les PNJ, désormais appelés les gens de la Terre, semblaient plus nombreux et plus réalistes qu'avant. Une découverte troublante survint quand Naotsugu acheta des gâteaux de riz et du thé vert, pour constater que toute la nourriture et les boissons avaient le même goût, celui de biscuits secs mous et sans sel. Cela ne fit que renforcer le sentiment étrange de vivre dans une réalité déformée. À ce moment-là, Shiro reçut un appel de Marielle, la maîtresse de guilde de l'Alliance de la Lune Croissante, qui les invita à son quartier général pour échanger des informations. Là, ils rencontrèrent Marielle, une clerc-elfe joyeuse, et Henrietta, une barde humaine. Marielle confirma que 18 des 19 membres de la guilde étaient actuellement en ligne à Akihabara et que des situations similaires se produisaient dans les 4 grandes villes du serveur japonais. Cependant, les portails de téléportation entre les villes avaient été désactivés, laissant tout le monde isolé. Au milieu du chaos, certaines guildes recrutaient activement de nouveaux membres. Connaissant la réputation de Shiro en tant que stratège du légendaire groupe de Red Jisoo, le debaucherie Tea Party, Marielle l'invita sincèrement à rejoindre sa guilde. Mais Shiro déclina, expliquant qu'il ne pouvait pas prendre de décision pour le moment. Il sentait que Marielle, bien qu'elle essaie de paraître joyeuse, luttait pour rester sereine face à cette situation désastreuse. Après avoir quitté le quartier général de la guilde, les trois commencèrent à discuter d'une question. Que se passerait-il s'ils mouraient dans ce monde? Dans le jeu, les joueurs réapparaissaient à la cathédrale, mais maintenant, personne ne pouvait en être certain. Pour trouver la réponse et aussi apprendre à se battre dans cette nouvelle réalité, Shiro décida qu'il devait s'entraîner. Ils s'aventurèrent dans la forêt du crépuscule éternel, une zone où même les monstres de bas niveau les attaquaient toujours, malgré leur niveau 90. La bataille contre les belettes épineuses prouva une fois de plus la vaste différence entre jouer à un jeu et se battre pour de vrai. Saisir des commandes face à des monstres qui chargeaient était extrêmement difficile. Cependant, pendant le combat, Shiro eut une réalisation importante. Au lieu d'essayer d'utiliser les commandes du menu, il devait ressentir le mouvement à travers leur corps. Suivant son conseil, Akatsuki bougea par instinct et réussit. Son corps exécuta automatiquement les compétences à la perfection. Naotsugu fit de même et déchaîna un puissant coup de bouclier. Ils avaient découvert la nouvelle règle de ce monde, où compétences et corps ne faisaient qu'un. C'était leur nouvelle Eldertale, un monde où environ 30 000 joueurs japonais et des centaines de milliers d'autres à travers le monde étaient piégés dans ce qui serait plus tard appelé l'apocalypse.
Pendant que Shiro et son équipe apprenaient à survivre à Akihabara, un appel à l'aide désespéré vint de la ville du nord de Suzuki nommée Sarara. Une jeune membre de l'Alliance de la Lune croissante était en danger. Dans ce monde où la mort n'était plus la fin, un joueur était tombé au combat contre des monstres, mais comme dans le jeu, il fut ressuscité à la cathédrale. Cela confirma une vérité et apporta aussi un soulagement. Ils étaient bien immortels. Piégés dans le monde du MMORPG Elder Tale, où environ 30 000 Japonais et des centaines de milliers d'autres à travers le monde étaient confinés. Ce monde était devenu une réalité où la mort n'était qu'un inconvénient temporaire. Après une bataille où Shiro utilisa sa compétence lien astral pour immobiliser et achever l'ennemi, son groupe décida de mettre fin à l'entraînement du jour. Grâce à cela, Shiro réfléchit à la nouvelle façon de combattre. Leur corps semblait avoir mémorisé les mouvements de base, leur permettant d'utiliser compétences et sorts instinctivement, un peu comme des commandes vocales, tant qu'ils avaient l'intention de se battre et voyaient l'ennemi devant eux. Cependant, il réalisa qu'il y avait une vaste différence entre simplement pouvoir utiliser des compétences et les maîtriser vraiment. Cela exigerait une pratique bien plus rigoureuse, peut-être comme les artistes martiaux du monde réel. Akatsuki proposa de prendre les devants pour reconnaître le chemin du retour, utilisant la forêt comme terrain d'entraînement idéal pour ses capacités d'assassin et de tracker, telles que la vision nocturne, la furtivité et le déplacement silencieux. Elle disparut sans un bruit, laissant Naotsugu admiratif de ses compétences. Sur le chemin du retour, Shiro et Naotsugu discutèrent de la situation qui s'aggravait à Akihabara. L'ordre et la sécurité s'effondraient rapidement. Les grandes guildes utilisaient leur pouvoir pour opprimer les plus petites. Et pire encore, il y avait une recrudescence de PKS ou Player Killer qui attaquaient d'autres joueurs au lieu de monstres pour voler objets et argent. L'absence de mini-cartes et l'impossibilité de contacter les MJ en dehors de la ville facilitaient les embuscades, rendant le PK plus courant que jamais. En traversant la zone de l'hôpital de Loka, ils détectèrent soudain une présence humaine. C'était un groupe de 4 PKS, un guerrier, 2 voleurs et un soigneur. Confiants, les PKS exigèrent que Shiro et son groupe leur remettent tous leurs objets s'ils voulaient vivre. Mais Shiro et Naotsugu décidèrent de riposter. Shiro ordonna rapidement à Naotsugu d'attirer leur attention en utilisant la compétence Hurlement d'encre, une capacité de provocation qui forçait les ennemis à l'attaquer. Pendant que Shiro utilisait sa magie d'enchanteur, il lança Lien astral pour immobiliser une cible, suivi de Éclair ténu, un sort offensif faible mais tactique, puis Otage épineux qui enveloppait l'ennemi d'épines lumineuses explosant pour 1000 dégâts à chaque attaque alliée. Il expliqua que la classe enchanteur n'était pas forte en défense directe, mais excellait à affaiblir les ennemis et à renforcer les alliés. Pendant que le groupe PK concentrait ses attaques sur Naotsugu, ils ne remarquèrent pas qu'Akatsuki s'était approché silencieusement et avait endormi leur soigneur avec hypnose astrale. Au moment où les PKS réalisèrent leur erreur, Akatsuki avait rapidement éliminé les membres restants cachés dans la forêt. Elle expliqua que l'éclair ténu de Shiro n'était pas qu'une faible attaque. La lumière les avait aveuglés dans la forêt sombre, les empêchant de remarquer que leur soigneur avait été neutralisé bien avant. Leur coordination lâche et leur incapacité à prêter attention au statut de leurs coéquipiers menèrent à leur défaite dévastatrice. Après la bataille, le groupe réfléchit à la cause profonde de l'augmentation des incidents de PK. Shiro conclut que le problème n'était pas seulement le profit, mais le manque de but. Dans un monde où la nourriture, bien qu'insipide, était toujours disponible, l'argent s'obtenait facilement en tuant des monstres de bas niveau, et la mort n'était pas permanente. De nombreux joueurs se sentaient perdus et sans direction. Ils ne faisaient que ne pas mourir plutôt que de vraiment vivre, et certains se tournèrent vers la violence pour combler le vide et se sentir vivants. Cependant, Shiro et son groupe trouvèrent bientôt un nouveau but quand Mariel vint à eux avec un appel urgent. Une membre de sa guilde, une fille nommée Sarara, était piégée et en danger dans la ville du nord de Suzukino. Les portails de téléportation étaient toujours désactivés, et le seul moyen d'y arriver était à pied ou à cheval, un voyage de 425 km. Mariel prévoyait d'envoyer une équipe de sauvetage composée de ses membres les plus expérimentés, mais Shiro calcula rapidement qu'un tel voyage échouerait presque certainement. Après mûre réflexion, et avec le soutien de Naotsugu et Akatsuki, Shiro prit sa décision. Ce seraient eux qui iraient secourir Sarara. Il dit que lorsqu'un ami est en difficulté, l'aider est la chose la plus naturelle à faire. Et même s'ils manquèrent d'un grand but, cela ne signifiait pas qu'ils devaient devenir aussi méprisables que les PKS. C'était leur réponse, ce qu'ils pouvaient faire. Un acte rappelant l'esprit légendaire autrefois incarné par le débaucherie Tea Party. Pour tenir leur promesse aussi efficacement que possible, Shiro révéla un secret qu'il avait gardé longtemps. Il utilisa de rares sifflets d'invocation, récompense de la conquête réussie du raid du souffle d'Hadès sur les champs mortels, pour appeler des griffons.
Ces majestueuses bêtes volantes leur permettraient de couvrir le long voyage vers le nord bien plus vite qu'à cheval. Alors que Naotsugu s'envolait le premier, ivre d'excitation, Shiro permit à Akatsuki de monter derrière lui, puis eux aussi s'élevèrent dans le ciel. Au début, Akatsuki était un peu nerveuse, mais elle fut vite submergée par le paysage à couper le souffle en dessous, le ciel bleu clair et le sentiment exaltant de liberté en flottant dans les airs. Ainsi commença la mission de sauvetage du trio. 3 jours s'étaient écoulés depuis que le groupe de Shiro avait quitté Akihabara. Ils étaient partis secourir la jeune fille nommée Sarara, piégée dans la ville du nord de Suzukino. Grâce au Griffon, bien que limité à seulement 4 heures de vol par jour, ils avaient réussi à couvrir une distance qui aurait pris 2 semaines à cheval. En survolant les montagnes de la Larme de Pierre, ils aperçurent plusieurs wyvernes planant dans les airs, confirmant que les monstres apparaissaient toujours dans des régions familières, comme dans le jeu. Réalisant que survoler la chaîne de montagnes serait trop dangereux, Shiro décida de mettre en œuvre le plan de secours, voyager via une ancienne route souterraine connue sous le nom de Profondeur de la Paume. En entrant, le groupe fut émerveillé par sa grandeur, un vaste et complexe labyrinthe de tunnels et d'anciennes mines, bien plus massif et époustouflant que tout ce qu'ils avaient vu sur un écran d'ordinateur. Cependant, la réalité apportait aussi la décrépitude. De nombreuses sections de la caverne s'étaient effondrées, très différentes de leur apparence dans le jeu. Peu après, ils rencontrèrent un groupe d'hommes rats, l'une des races demi-humaines de ce monde. Bien que des monstres de bas niveau capables de propager des maladies, ils n'attaquèrent pas. Leurs instincts leur disaient que la différence de niveau avec le groupe de Shiro était bien trop grande. Même ainsi, Shiro nota qu'ils pouvaient devenir dangereux s'ils étaient acculés. Pour éviter de perdre du temps et de risquer une infection par leur maladie, il décida qu'il devait trouver une autre route. Pendant un bref repos, ils furent une fois de plus rappelés à l'une des dures réalités de ce monde, la nourriture insipide. Même préparé via les commandes du menu, chaque plat, du curry de fruits de mer au jambalaya, partageait la même saveur fade comme une bouillie sans sel. Bien que les ingrédients bruts comme le sucre, le sel et les fruits conservaient leur goût original, les combinés ne produisaient qu'une bouillie fade, salée ou sucrée, leur faisant regretter la saveur des fast-foods et des bentos de supérette. À ce moment-là, Shiro reçut un appel télépathique de Marielle. Elle l'informa qu'elle avait réussi à contacter Sarara par télépathie. La jeune fille était en sécurité et actuellement protégée par un joueur bienveillant à Suzuki no Tsakrosa. Pendant ce temps, à Suzukino, Sarara s'ennuyait terriblement dans sa cachette, déplorant son choix de la sous-classe inutile de servante et passant le temps à nettoyer, ce qui incidemment fit augmenter son niveau de servante. Peu après, celui qui l'avait sauvé et abrité, un homme chat nommé Nyanta, revint apportant de sombres nouvelles sur la situation de la ville. La guilde Brigandia semait la terreur, pillant et tourmentant aussi bien les autres joueurs que les gens de la Terre. Malgré tout, il rassura Sarara et lui dit que l'équipe de sauvetage arriverait demain midi. De retour dans la profondeur de la paume, le groupe de Shiro fit face à un obstacle majeur quand un pont branlant qu'il traversait s'effondra soudainement, faisant tomber Shiro dans l'abîme. Pendant l'instant de chute libre, des souvenirs affluèrent dans l'esprit de Shiro. Il se rappela être une personne introvertie, qui se sentait toujours seule, même parmi ses amis, et comment Eldertale était devenu son échappatoire. Grâce à ses vastes connaissances, il devint rapidement un joueur vétéran respecté. Mais sa renommée apporta aussi des désagréments, car les gens cherchaient constamment à l'exploiter pour des objets rares et des informations, le laissant fatigué et frustré. Puis il se rappela les jours les plus heureux de sa vie, quand il était membre du debaucherie Tea Party, aventurant avec de vrais amis et expérimentant la joie de la découverte. Ses souvenirs lui donnèrent de la force, et juste avant d'être englouti par les ténèbres, Akatsuki plongea après lui pour le sauver, tandis que Naotsugu les tira tous deux en sécurité. Quand il reprit conscience, il remercia ses deux amis et ils réalisèrent que leur corps de niveau 90 était bien plus résistant qu'ils ne l'avaient imaginé. Non seulement ils subirent des blessures minimes de la grande chute, mais ils ne ressentirent presque aucune fatigue malgré le long voyage. Leur conversation révéla bientôt un fait inattendu. Akatsuki était en fait une étudiante universitaire, ce qui surprit grandement Naotsugu qui ne put s'empêcher de la taquiner, pour ne recevoir en retour que ses coups de pied rapides habituels. Leur voyage continua jusqu'à ce qu'ils soient soudainement bloqués par un monstre rat massif, un Rat-Maso, qu'ils croyaient être l'un des nouveaux monstres introduits dans l'extension pionnier de la Novosphère. Sans autre choix, le groupe décida de se battre, alors que Naotsugu s'avança pour attirer l'attention de la créature. Pendant que Shiro utilisait des sorts de soutien comme otage épineux pour infliger des dégâts continus, choc mental pour réduire l'évasion de l'ennemi et lame affûtée pour améliorer la puissance d'attaque d'Akatsuki, elle acheva ensuite le monstre d'un coup d'assassinat critique. Après avoir vaincu l'ennemi, ils trouvèrent enfin la sortie de la zone souterraine.
et leur récompense fut un spectacle à couper le souffle, un magnifique lever de soleil au sommet de la montagne. Shiro réalisa que bien que de nombreux joueurs aient pu voir cette scène dans le jeu, ils étaient les premiers aventuriers de ce monde réel à en être vraiment témoins. Une victoire authentique, une vraie découverte qui rendait tous leurs efforts vraiment significatifs. Cependant, contrastant avec cette beauté sereine à Suzuki-no, la brutalité de la guilde Brigandia et de son chef, Demikase continuait sans relâche. Il ordonna à ses subordonnés de fouiller la ville à la recherche de Sarara et de l'homme-chat Nyanta. L'histoire se déroule dans le monde d'Eldertale, un royaume bâti sur le projet Alfgaia, le transformant en une version miniature réduite à la moitié de la taille de la Terre réelle, où la Terre correspondant au Japon est connue sous le nom des îles croissantes de Yamato. À son point le plus septentrional se trouve l'Empire d'Esso, qui est aussi la destination du groupe de Shiro. Alors qu'ils approchaient de la ville de Suzuki-no, ils discutèrent de la guilde Brigandia, une organisation notoire même quand Eldertale n'était qu'un jeu. Et maintenant, dans ce monde réel, ils prospéraient comme des poissons dans l'eau, semant la terreur librement. Après avoir terminé un appel, Shiro expliqua sa stratégie à Akatsuki. Il rencontrerait Sarara et son protecteur directement à l'intérieur de la ville plutôt qu'à l'extérieur, car si une bataille survenait et qu'ils étaient tués, ils réapparaîtraient à la cathédrale d'Akihabara tandis que Sarara resterait piégé à la cathédrale de Suzuki numéro. De plus, puisque Sarara était sur la liste d'amis d'un membre de Brigandia, elle serait traquée dès qu'elle quitterait la zone de sécurité privée où elle se cachait. Par conséquent, ils devaient agir rapidement et de manière décisive avant que l'ennemi ne puisse les rattraper. Suivant les ordres de Shiro, Akatsuki utilisa ses compétences de classe de tracker, dissimulation et déplacement silencieux pour devenir invisible, tandis que le groupe commençait sa mission de sauvetage. Dès qu'ils entrèrent dans la ville de Suzukyo, leur présence fut immédiatement détectée par des membres de Brigandia qui cherchaient frénétiquement Sarara. Cependant, le groupe de Shiro atteignit rapidement le point de rendez-vous, un endroit appelé le couloir du temps, où ils trouvèrent Sarara. À leur surprise, celui qui l'avait sauvé et protégé n'était autre que Nyanta, un homme-chat bretteur de niveau 90, et un ancien camarade, un coéquipier respecté que Shiro appelait autrefois leader durant les jours glorieux du debaucherie Tea Party. Cette réunion inattendue apporta une grande joie et une confiance renouvelée. Avec son allure de gentleman et son habitude de terminer ses phrases par miaou, Nyanta accepta volontiers de les accompagner à Akihabara, car il n'avait plus aucune raison de rester à Suzuki no Mail. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à partir, Akatsuki signala que des ennemis approchèrent du nord, menés par un guerrier massif ressemblant à un ours que Nyanta identifia comme Demika, le chef de Brigandia. Sans hésiter, ils s'échappèrent rapidement par l'arrière, mais peu après, ils furent encerclés par toutes les forces de Brigandia. Demika se moqua et menaça Sarara, prévoyant de tuer Nyanta en premier pour briser son esprit et la forcer à se soumettre. Face à une armée écrasante, Sarara trembla de peur, mais Nyanta et Shiro restèrent parfaitement calmes. Shiro nargua Demikase, l'appelant demi-glace et se moquant de sa lâcheté, puis proposa un duel entre les guerriers les plus forts pour régler les choses une fois pour toutes. Avec une ruse subtile, Shiro détourna l'attention de Demikase et désigna plutôt Londark de l'Acier Gris, un sorcier qui semblait être le combattant le plus capable. Finalement, son orgueil profondément blessé, Demikase rugit de fureur et accepta le duel avec Nyanta. La bataille commença. Demika, un moine de niveau 90, chargea avec un barrage d'attaque rapide et consécutive, tandis que Nyanta comptait sur son agilité et ses deux rapières pour esquiver et contre-attaquer. Avec une précision habile, il appliqua des debuffs pour affaiblir la puissance d'attaque, la défense et l'évasion de Demika, faisant progressivement tourner le cours de la bataille en sa faveur. Réalisant qu'il perdait, Demikase rompit sa promesse et ordonna à ses membres de guilde de rejoindre le combat. Naotsugu activa immédiatement sa compétence hurlement d'encre pour attirer l'attention des soigneurs ennemis, tandis que Sarara, suivant les instructions de Shiro, commença à soigner Nyanta et Naotsugu. Cependant, en raison de son faible niveau, elle s'épuisa rapidement. Alors que la santé de Naotsugu approchait de l'épuisement, Shiro lui fit signe d'utiliser sa compétence défensive ultime, Château de Pierre, une technique qui créait une barrière impénétrable pendant 10 secondes mais avait un temps de recharge de 10 minutes. Demika et ses subordonnés riaient, pensant que c'était un acte désespéré, mais ils ignoraient tout du piège méticuleusement préparé. Pendant ces 10 précieuses secondes, Sarara a concentré toute son énergie pour restaurer entièrement la santé de Naotsugu. Et au moment où le château de pierre s'est dissipé, Shiro a sorti son atout. Il a lancé otage épineuse sur Demika, et à cet instant précis, Nyanta a bondi assénant une série stupéfiante de 9 coups en moins de 2 secondes.
Les 5 premiers coups ont détruit les épines initiales, infligeant 5000 points de dégâts. Puis avec une précision au millième de seconde, Shiro a relancé Otage épineux dès que son temps de recharge fut écoulé. Et les 4 coups suivants de Nayanta ont activé la deuxième série d'épines, infligeant 4000 dégâts supplémentaires. Combiné aux dégâts de l'arme, ce combo dévastateur a pulvérisé la barre de vie de Demikaz en un instant, le laissant, lui et toute la guilde Brigandia, sous le choc, horrifiés et incrédules. Leur chef vaincu, Shiro a déclaré victoire et annoncé que la route entre Suzuki-no et Akihabara était sécurisée, mettant fin au règne de terreur de Brigandia. Avant d'être renvoyé à la cathédrale, Demikaze a juré de ne jamais oublier le visage du méchant à lunettes. Shiro. Sans perdre un instant, le groupe a invoqué ses griffons et s'est envolé, échappant à Suzuki-no sous les yeux ébahis de leurs ennemis. Sur le chemin du retour, Akatsuki a médité sur le travail d'équipe extraordinaire qu'elle venait de voir. Une stratégie impeccable exécutée sans un mot. Ensemble, ils sont rentrés à Akihabara. Dans le monde d'Eldertale, les personnages non joueurs ou PNJ étaient généralement des entités sans vie, répétant inlassablement des lignes préprogrammées, n'existant que pour remplir leur rôle prédéfini dans le jeu. Cependant, depuis l'événement connu sous le nom d'Apocalypse, un changement profond s'était produit. Après avoir sauvé Sarara de Suzuki-no et traversé le canal du Port-Lumière à dos de Griffon, le groupe a décidé de camper et de se reposer. C'est là qu'une découverte révolutionnaire a complètement changé leur compréhension de ce monde. Nayanta, dont la sous-classe était un chef de niveau 90, a utilisé les ingrédients bruts qu'ils avaient récoltés pour cuisiner à la main, sans passer par le système de menu du jeu, et a produit des plats avec une vraie saveur. Un festin somptueux de viande grillée parfumée et de sauces riches, brisant la règle de la nourriture insipide qu'ils avaient subie si longtemps. Cela prouvait que dans cette nouvelle réalité, les compétences d'artisanat comme la cuisine n'étaient plus de simples mécaniques de jeu, mais de véritables capacités produisant des résultats concrets et tangibles si l'utilisateur possédait une expertise suffisante. Après ce repas des plus satisfaisants, le groupe s'est formellement présenté. Akatsuki et Sarara ont alors appris que Shiro, Naotsugu et Nayanta étaient autrefois des membres clés du légendaire groupe de raid, le Debauchery Tea Party. Un groupe non classé comme une guilde, mais plutôt un rassemblement de joueurs d'élite partageant la même passion pour l'aventure. Cette révélation expliquait leur coordination extraordinaire au combat, ainsi que leur possession d'objets rares comme les griffons. Cela a également renforcé l'admiration d'Akatsuki pour Shiro. Au cours de leur conversation, Shiro a brièvement évoqué 2 joueurs novices qu'il avait aidés par le passé, une paire de jumeaux, Toya et Minori. En utilisant le système de mentorat, une fonctionnalité rarement employée qui permettait aux joueurs de haut niveau de baisser temporairement leur niveau pour jouer avec des débutants, il les avait guidés et soutenus lors de leurs premiers pas dans le jeu. Cependant, depuis l'Apocalypse, il avait perdu contact avec eux, bien qu'il sût qu'ils avaient rejoint une guilde. Sur le chemin du retour, une averse soudaine les a forcés à chercher refuge, et par hasard, ils sont arrivés au village d'Arbe, une petite colonie sur le plateau d'Arbe. Là, ils ont rencontré les PNJ, désormais appelés les gens de la Terre, qui étaient radicalement différents des personnages sans âme et répétitifs qu'ils avaient connus dans le jeu. Les villageois d'Arbe, menés par l'ancien Fedor, possédaient leur propre personnalité, émotions et souvenirs. Ils avaient des familles et des histoires de vie, comme celle du vieux Fedor qui a bravé une tempête de neige pour emmener sa belle-fille à la clinique à coucher. Cette interaction a fait profondément réfléchir Shiro sur la vraie nature de ce monde. Ils ont réalisé que les gens de la Terre étaient vraiment humains, qu'ils vivaient en harmonie avec leur environnement et menaient leur propre vie indépendante. Cela a soulevé une question profonde. Peut-être que les aventuriers, avec leur corps puissant et leur capacité à ressusciter à l'infini, étaient les véritables anomalies de ce monde. Ce soir-là, les villageois leur ont offert de délicieux plats locaux comme du fromage et des saucisses, des aliments considérés comme des ingrédients, conservant ainsi leur saveur authentique, ce qui renforçait la théorie sur l'importance des compétences professionnelles. Pendant ce temps, à Akihabara, un tout autre tableau se dessinait. La ville était tombée dans un chaos silencieux, où les forts exploitaient les faibles. Les jumeaux, Toya et Minori, piégés, avaient rejoint une guilde dans l'espoir de trouver la sécurité, mais furent au contraire exploités sans pitié. Ils étaient contraints de collecter des matériaux toute la journée, et s'ils ne respectaient pas leur quota, ils étaient punis. Leur vie était remplie de désespoir et de souffrance. Dans ces moments les plus sombres, Minori se demandait souvent ce que son professeur, Shiro, aurait fait à sa place. Le lendemain, alors que Toya continuait de travailler, une voix familière a résonné sur la place. C'était celle de Marielle, annonçant le retour sain et sauf de Sarara. Dans ce moment fugace, l'espoir s'est ravivé en Toya, qui a couru vers la voix et a finalement aperçu Shiro, le mentor qu'il désirait tant revoir.
Pourtant, il a choisi de ne pas l'approcher, se détournant plutôt, déterminé à affronter ses propres difficultés seul. Dans le nouveau monde d'Eldertale, les guildes jouaient un rôle immensément important. Elles n'étaient plus de simples groupes temporaires de joueurs, mais des organisations structurées offrant de nombreux avantages. Stockage partagé, système de communication privée et surtout l'accès aux salles de guildes au sein du bâtiment de guilde. Au retour sain et sauf de Sarara, sa guilde, l'Alliance de la Lune Croissante, a organisé un grand festin de bienvenue. Cet événement est devenu remarquable car c'était la première fois que chacun pouvait goûter des plats avec une vraie saveur, grâce à la cuisine magistrale de Nayanta. Cependant, cette joie s'accompagnait aussi de la prise de conscience que tout le monde ne pouvait pas reproduire une telle saveur. Cela exigeait un certain niveau de compétence du chef, et même parmi ceux de niveau égal, le goût variait encore selon le savoir-faire individuel. Reconnaissant l'importance stratégique de cette découverte, Marielle a décidé de la garder secrète un certain temps pour éviter un chaos inutile en ville. Pendant la fête, alors que l'ambiance était joyeuse et animée, Shiro a approché Marielle pour une conversation privée. Il l'a interrogée sur la situation à Akihabara en son absence et elle a partagé sur un ton plutôt pessimiste que bien que les incidents de PK aient diminué, la ville semblait développer un ordre social souterrain où de puissantes guildes comme des DD avec plus de 1500 membres établissaient progressivement des règles non écrites et prenaient le contrôle des meilleurs terrains de chasse, désavantageant les guildes plus petites. La situation s'est encore compliquée lorsque d'autres guildes puissantes, comme les Chevaliers de l'Épée Noire et l'Épée d'Argent, incapables de rivaliser en nombre, ont décidé de se concentrer sur la qualité en s'efforçant d'atteindre les niveaux 91 voire 100 après que le plafond de niveau ait été relevé dans la nouvelle extension. Pour y parvenir, elles avaient formé une alliance avec une guilde infâme nommée Améline, une organisation spécialisée dans l'attraction de nouveaux joueurs pour les exploiter, s'emparant des précieuses potions X qui leur étaient distribuées quotidiennement et les revendant aux grandes guildes pour le profit. Après avoir entendu tout cela, Shiro est tombé dans une profonde contemplation. Il a réalisé que le chaos et la corruption à Akihabara n'étaient pas la faute d'un seul individu, mais la responsabilité collective de tous, y compris lui-même qui avait choisi de rester à l'écart et de ne rien faire. Désormais, il ne pouvait plus l'ignorer. Ses pensées furent interrompues lorsqu'il se souvint des jumeaux, Toya et Minori, qu'il avait aidés autrefois. Tous deux se trouvaient actuellement dans la guilde Améline. La culpabilité et le remords dans son cœur l'ont poussé à agir. Après une nuit blanche et une conversation avec Nayanta sur la nature des relations et l'importance de s'efforcer de créer quelque chose de significatif, Shiro a finalement trouvé sa réponse. Il a décidé qu'il ne pouvait plus fuir ni blâmer le système. Il devait provoquer le changement lui-même. Shiro a contacté Minori utilisant un simple système de code basé sur des tout pour confirmer la situation des jumeaux. Il a promis qu'il viendrait les secourir et leur a dit de lui faire confiance. Immédiatement après, il a réuni tout le monde, Naotsugu, Akatsuki, Nayanta, Sarara et toute la guilde de l'Alliance de la Lune Croissante. Il a annoncé son plan, non seulement sauver Toya et Minori de Améline, mais aussi assainir toute la ville d'Akihabara. Il a dénoncé la lâcheté, la mesquinerie et la misère qui avaient englouti la cité. Un endroit où les gens semblaient simplement exister plutôt que de vivre réellement. Il a affirmé que 30 000 joueurs n'étaient pas un si grand nombre, et qu'ils avaient tous sous-estimé ce monde. Il devait devenir plus déterminé. Son plan commençait par une exigence et un capital initial de 5 millions d'or, une somme colossale. Cependant, il a expliqué que l'argent n'était que le début. Le plus important était l'espoir et la bonne volonté de chacun. Il croyait que si tous ceux qui aimaient cette ville unissaient leurs forces, ils pourraient triompher. Pour réaliser ce plan, il a déclaré qu'il formerait sa propre guilde. Au milieu de la surprise et de l'excitation générale, Shiro a annoncé le nom de sa guilde, Log Horizon. Avec un objectif clair et un plan audacieux, Shiro a entamé la première phase de sa campagne pour transformer le visage d'Akihabara. Il avait besoin d'un capital énorme de 5 millions d'or, un chiffre qui, pour Marielle et les membres de l'Alliance de la Lune Croissante, était totalement impensable, leur trésorerie entière s'élevant à seulement 60 000 pièces d'or. Pour commencer à exécuter le plan, toute la guilde est passée à l'action sous le commandement de Shiro. Ils ont commencé à chasser des sangliers dans la forêt du Jardin Royal, mais pas pour collecter de la viande comme un butin ordinaire. Au lieu de cela, ils visaient à les capturer vivants. Ils avaient découvert que si un cuisinier expérimenté préparait des animaux capturés vivants, la créature entière pouvait être utilisée, produisant bien plus d'ingrédients que de simplement les vaincre et collecter des objets. Pendant ce temps, à la salle de guilde, Nayanta est devenu le professeur pour ceux qui voulaient apprendre l'art de la cuisine. Il leur a appris à assaisonner les aliments et à créer des plats avec une vraie saveur. De son côté, bien que Marielle ne fût pas habituée à la paperasse, elle a dû se débattre avec des piles de budgets et de documents que Shiro et Henrietta avaient préparés.
Shiro travaillait sans relâche, élaborant des plans détaillés, recueillant des informations sur toutes les guildes d'Akihabara et évaluant leurs capacités et leurs effectifs, à tel point que même Henrietta ne put s'empêcher d'admirer la détermination et l'efficacité de sa stratégie. Il a réalisé que dans un monde sans loi, il devait créer les leurs, un nouveau système de règles capable de générer des profits légitimement tout en maintenant les gens volontairement satisfaits. Après de nombreux jours de préparation, le plan a finalement été mis en œuvre. L'Alliance de la Lune Croissante a ouvert un petit stand de nourriture en plein centre de la place, appelé Crescent Burger, proposant comme plat principal des hamburgers aromatiques et savoureux, comme les joueurs n'en avaient jamais imaginé. Instantanément, ce modeste petit stand est devenu une sensation. Les habitants d'Akihabara, lassés depuis longtemps des repas insipides, s'y sont rués pour savourer à nouveau le goût de la vraie nourriture. Le succès retentissant de Crescent Burger a non seulement généré un profit massif dès le premier jour, plus de 43 000 pièces d'or, mais plus important encore, il a envoyé un message puissant à toute la ville. Cela prouvait que créer de la valeur de haute qualité était tout à fait possible, semant une graine d'espoir dans le cœur des citoyens d'Akihabara pour une vie meilleure. Cet événement a rapidement attiré l'attention des grandes guildes, de combat comme de production. Mais pour Shiro, vendre des burgers et gagner de l'or n'était qu'un tremplin, la première étape d'un plan bien plus vaste. Pendant que l'Alliance de la Lune Croissante était occupée à gérer l'affaire, Shiro a secrètement contacté un vieil ami, un ancien membre du débaucherie Tea Party, Sujiro Seta, le maître de guilde de la Brigade du Vent d'Ouest, une petite guilde de combat mais très élitiste. Shiro a partagé sa vision d'une nouvelle Akihabara, un endroit où les gens pourraient vivre avec dignité et un but, un lieu qui ne serait plus perçu comme une prison. Il avait besoin de l'aide de Sujiro, non pas pour vendre des burgers, mais pour quelque chose de bien plus significatif. Bien que Sujiro ne comprit pas entièrement le plan de Shiro, sa confiance absolue en son ancien camarade, le stratège le plus brillant qu'il ait jamais connu, l'a poussé à accepter sans hésitation. Le plan de Shiro prenait progressivement forme, chaque pièce du puzzle se mettait en place. Avec le soutien de l'Alliance de la Lune Croissante, des guildes plus petites et maintenant d'une puissante guilde de combat comme la Brigade du Vent d'Ouest, Shiro était prêt pour la deuxième phase de son plan. Une phase qui irait au-delà des affaires culinaires et affecterait profondément toute la structure sociale d'Akihabara. Une révolution se préparait en coulisses, et le cerveau derrière tout cela n'était autre que l'homme connu sous le nom du méchant à lunettes. Dans le monde d'Eldertale, les quêtes étaient une partie inséparable de la vie. Elles allèrent de tâches simples comme retrouver des personnes perdues à de grandes aventures qui accordèrent de précieuses récompenses, expériences, or, objets, connaissances magiques ou recettes d'artisanat. Le sifflet d'invocation de Griffon que possédait le groupe de Shiro était aussi une récompense d'une quête massive de ce genre. Après le début réussi de Crescent Burger, la prochaine étape du plan de Shiro était de réunir l'énorme somme de 5 millions d'or, le capital dont il avait besoin pour mener à bien la phase suivante de sa campagne. Pour y parvenir, il a envoyé Marielle et Henrietta, les deux représentantes de l'Alliance de la Lune Croissante, négocier avec les trois plus grandes guildes de production d'Akihabara, la guilde des marchands Roderick, l'agence marine et la 8e rue commerçante. C'était vraiment une bataille d'esprit. Depuis la catastrophe, les matières premières étaient devenues de plus en plus rares, car moins de joueurs osaient s'aventurer dehors pour combattre, donnant aux grandes guildes de production un avantage dominant en matière d'approvisionnement. Cependant, l'apparition soudaine de nourriture au goût réel grâce à Crescent Burger était devenue une opportunité lucrative qu'aucune des grandes guildes ne voulait manquer. Bien que Marielle et Henrietta fussent intérieurement anxieuses, elles ont gardé une façade calme et confiante en entamant leurs négociations. Au début, elles ont proposé que les guildes fournissent des ingrédients pour leur stand de nourriture, mais peu après, elles ont habilement orienté la conversation vers quelque chose de bien plus grand, la préparation par l'Alliance de la Lune Croissante d'une campagne majeure. Un défi qu'elles ne pouvaient accomplir seules et pour lequel elles avaient besoin d'aide. Elles ont subtilement fait allusion à une nouvelle quête légendaire liée à l'extension, les pionniers de la novosphère. Une quête exigeant un investissement énorme de 5 millions d'or mais promettant des récompenses au-delà de l'imagination. Pour donner plus de poids à leurs paroles, elles ont révélé que le cerveau derrière cette campagne n'était autre que Shiro, le soi-disant méchant à lunettes, un brillant stratège du légendaire groupe de raid Debaucherie Tea Party et le propriétaire de rares griffons. La simple mention du nom de Shiro a suffi à faire réfléchir les chefs de guilde. Ils étaient certains que toute quête menée par un homme de son calibre rapporterait d'immenses profits. Comme preuve du potentiel de la quête, Nayanta leur a personnellement servi un pudding fait à partir d'œufs de roc, un monstre de niveau 85, une démonstration subtile qu'il possédait des recettes culinaires avancées et exclusives que personne d'autre n'avait.
Enfin, pour éviter de créer un déséquilibre de pouvoir, Marielle a proposé que chaque guilde contribue un tiers de la somme requise, 1 500 000 pièces d'or par guilde, en échange d'un accès complet aux détails du plan et aux formules de cuisine exclusives une fois la mission accomplie. L'offre était tout simplement trop alléchante pour être refusée. Les 3 chefs de guilde ont rapidement accepté, et Shiro a ainsi réussi à obtenir le capital dont il avait besoin sans jamais révéler son véritable plan. Pendant ce temps, à la guilde Hamelin, la situation des jumeaux Toya et Minori restait inchangée. Ils continuaient d'être exploités et piégés dans un travail sans espoir. Se souvenant du conseil de Shiro de stocker les biens importants à la banque, Minori était rongé par la culpabilité et le remords d'être faible et d'avoir tout perdu. Elle se sentait indigne d'être sauvée par Shiro, jusqu'à ce qu'un message de sa part arrive, promettant qu'il viendrait les secourir le lendemain. Cette seule promesse a ravivé leur espoir, donnant aux 2 jumeaux la force d'endurer leur cruelle réalité et d'attendre la libération. De retour au quartier général de l'Alliance de la Lune Croissante, Marielle et Henrietta sont revenues épuisées mais fières de leur accomplissement. Elles avaient impeccablement rempli la tâche que Shiro leur avait confiée. Shiro les a accueillis avec des rafraîchissements, révélant calmement que l'obtention des fonds n'était que le début. La vraie bataille était sur le point de commencer. Le lendemain, chaque maître de guilde d'Akihabara a reçu une invitation à une réunion qui déterminerait l'avenir de la ville, organisée conjointement par Log Horizon et l'Alliance de la Lune Croissante. Une confrontation sans épée, ni sort, mais débordante de tension, était sur le point de se dérouler. Une bataille où Shiro affronterait les figures les plus puissantes d'Akihabara et les persuaderait d'accepter sa vision. Au même moment, renforcés par la promesse de Shiro, Toya et Minori ont résolu de commencer leur propre combat. À la veille de l'événement historique connu sous le nom de conférence de la table ronde, l'atmosphère dans la salle de guilde était électrique d'anticipation, alors que les chefs des guildes les plus puissantes d'Akihabara commençaient à arriver, dont DDD, les chevaliers de l'épée noire, Honesty, la brigade du vent d'ouest et l'épée d'argent, représentant les guildes de combat les plus influentes. Ainsi que l'agence marine, la guilde des marchands Roderick, la 8e rue commerçante, Grandeur et Radio Market, représentant les guildes de production et bien sûr l'Alliance de la Lune Croissante, avec la guilde nouvellement établie Log Horizon, agissant comme initiateur de la réunion. Shiro, représentant Log Horizon, a commencé son discours, mais a été immédiatement interrompu par Isaac, le chef des chevaliers de l'épée noire, et William Massachusetts, le dirigeant de l'épée d'argent, qui ont exigé qu'il aille droit au but au lieu de perdre du temps en présentation formelle. Shiro a ensuite présenté l'objectif de la réunion, discuter et trouver des solutions à l'état alarmant d'Akihabara depuis l'apocalypse, un monde d'où il pourrait ne jamais pouvoir revenir. Il a proposé la création d'un conseil pour gérer les problèmes collectifs de la ville. Cependant, sa proposition a rencontré le scepticisme et l'opposition des chefs de guildes, en particulier des guildes de combat, qui ont affirmé que c'était un effort inutile, similaire à la précédente tentative de former une alliance de petites guildes, qui selon eux, ne servait que des intérêts personnels. Ils ont déclaré n'avoir aucune préoccupation pour l'état de la ville, car ce n'était pour eux qu'un endroit où vendre des objets. Ensuite, l'épée d'argent a quitté la réunion. Pendant ce temps, à la guilde Hamelin, une opération de sauvetage secrète était déjà en cours. Suivant les instructions de Shiro, Toya et Minori ont rassemblé tous les joueurs novices captifs et se sont préparés à leur évasion. Shiro avait positionné Akatsuki et Naotsugyo à des points stratégiques pour apporter leur soutien, et plus important encore, il avait pris le contrôle de tout le bâtiment de la guilde, le transformant en zone sûre. De retour à la réunion, Shiro a continué de clarifier sa véritable intention. Il affirma n'avoir aucune intention de former une alliance pour quelques-uns, mais plutôt d'améliorer, dénonçant les pratiques abusives de guildes comme Eimon qu'il compara au chaos sans loi de Suzuki no, soulignant l'urgence de lois créées et appliquées par les joueurs eux-mêmes. Un débat houleux éclata et quand on lui demanda comment les décisions du conseil seraient mises en œuvre, Shiro abattit sa carte maîtresse. Il avait acheté tout le bâtiment de la guilde, stupéfiant l'assemblée. En possédant la zone, Shiro contrôlait totalement les entrées et sorties, y compris l'accès à la banque où la plupart des joueurs gardaient leurs biens. Un coup stratégique incroyable, le transformant d'un pacifiste en un maître capable de tenir en respect toute la communauté d'Akihabara. Il déclara sans détour que quiconque s'opposant à la conférence de la table ronde serait banni du bâtiment de guilde, gelant de fait leurs avoirs. Face à cette menace, les chefs de guilde n'eurent d'autre choix que de rester et d'écouter. Au même moment, l'évasion de Hamelin avait commencé. Toya et Minori appliquèrent les tactiques de Shiro affrontant les membres de Hamelin. Toya, avec ses talents de samouraï, réduisait l'ennemi au silence, tandis que Minori, avec ses barrières défensives, gagnait du temps pour la fuite des autres.
Ils atteignirent la sortie, accueillis par Xiaoyu et Hin, deux membres de l'Alliance de la Lune croissante envoyés par Shiro en renfort. Mais Shredder, un membre de Hamlin, les arrêta, attaquant brutalement Toya. À cet instant, Akatsuki apparut et vainquit Shredder en un éclair. Simultanément, Shiro, usant de son contrôle sur la zone, verrouilla l'accès du bâtiment de guilde à tous les membres de Hamlin, mettant fin à leur règne d'oppression. Tous les novices étant sauvés, la bataille de Shiro à la conférence de la table ronde touchait aussi à sa fin. Il avait réussi à forcer les grandes guildes à établir un nouvel ordre pour Akihabara, avec deux objectifs, redonner vie à la ville et créer des lois unissant tous. Ainsi, la bataille pour l'avenir d'Akihabara débuta officiellement avec Shiro, l'homme connu comme le méchant à lunettes, au centre de tout. Après la conférence, Akihabara commença à connaître des changements positifs. Une semaine passa et la ville semblait renaître, pleine de vie et d'espoir, tout cela grâce au discours persuasif de Shiro. À la conférence, il révéla un secret révolutionnaire. La capacité de créer des objets et technologies inédits dans Elder Tale. Tant que les joueurs avaient l'expertise requise, ils pouvaient fabriquer n'importe quoi avec les matériaux de ce monde. Un exemple frappant, les grandes guildes de production sur un indice de Shiro construisirent une machine à vapeur fonctionnelle en moins de 12 heures. Cette découverte ouvrit une nouvelle ère pour l'économie d'Akihabara où créativité et travail seraient valorisés par-dessus tout. Cela motiva aussi fortement les gens à quitter la ville pour chasser, collecter des ressources et s'engager dans des activités économiques, résolvant ainsi l'oisiveté et le désespoir. En plus de stimuler l'économie, Shiro proposa des règles fondamentales pour la sécurité et l'équité de tous. Celle-ci incluait l'interdiction de piller les zones de bas niveau, la reconnaissance de droits fondamentaux comme la liberté d'adhérer ou de quitter une guilde, et surtout de considérer les gens de la Terre comme de vrais êtres humains, méritant les mêmes droits que les aventuriers. Bien que cette proposition ait d'abord rencontré de la résistance, Shiro persuada peu à peu les chefs de guilde avec sa logique affûtée et sa vision à long terme. Une fois Krusty, le chef de DDD, la plus grande guilde de combat, ayant exprimé son soutien, d'autres grandes guildes comme la Brigade du Vent d'Ouest, les Chevaliers de l'Épée Noire et Honesty acceptèrent de se joindre. Ainsi, la conférence de la table ronde fut officiellement établie, une alliance des principales guildes d'Akihabara unies par un but commun, bâtir une meilleure société. Immédiatement après, les premières décisions furent mises en œuvre. Le secret de la nourriture au vrai goût fut rendu public. Une petite taxe fut introduite pour chaque utilisation du bâtiment de guilde afin de financer les opérations du conseil, et un grand festival culinaire fut organisé pour célébrer. Au même moment, Shiro régla le cas de la guilde Hamelin en leur interdisant l'accès au bâtiment et à la banque, paralysant totalement leur capacité d'opérer et forçant leurs membres à quitter la ville dans la misère. Pendant ce temps, les novices secourus trouvèrent un nouveau foyer. La plupart rejoignirent l'Alliance de la Lune croissante, attirés par la gentillesse et la bravoure de Xiaoyua lors du sauvetage, rendant le hall de guilde surpeuplé, un développement surprenant mais bienvenu. Au même moment, Log Horizon accueillit deux nouveaux membres, nul autre que Toya et Minori. Les frères et sœurs, sans hésiter, vinrent demander leur admission dans la guilde du professeur qu'ils admiraient tant. Face à leur sincérité et détermination, Shiro, désormais maître de guilde, ne put refuser et les accepta avec joie. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, les anciens et nouveaux membres de Log Horizon se réunirent autour du curry épicé de Nyanta, partageant un moment chaleureux et paisible, marquant un nouveau départ. Cependant, la paix fut de courte durée. La nouvelle de la transformation d'Akihabara parvint aux oreilles des gens des royaumes de Lance. Ils commencèrent à envoyer des émissaires pour enquêter et bientôt une invitation formelle d'Istil, l'un des puissants royaumes, arriva à la conférence de la table ronde. Les jours suivants, la vie dans ce nouveau monde continuait d'avancer. Lors d'une séance d'entraînement pour les nouveaux membres de Log Horizon, Toya et Minori, sous la houlette stricte mais bienveillante de Naotsugu et Akatsuki, s'habituèrent peu à peu à leur rôle au sein d'un groupe. Ils apprirent l'importance de la coordination et de la compréhension des forces et faiblesses de chaque classe. Pendant ce temps, au quartier général de Log Horizon, Shiro poursuivait ses recherches inlassables. Il ne cherchait pas seulement un moyen de retourner dans le monde réel, mais s'efforçait aussi de comprendre la vraie nature de ce nouveau monde. Il expérimentait sa compétence de scribe, espérant créer des choses qui transcenderaient les limites du jeu comme l'avaient déjà fait les chefs et artisans. La paix inattendue fut brisée par une explosion émotionnelle de Mariel, épuisée par la paperasse et rêvant de vacances d'été.
Pour résoudre cela et remplir l'engagement de la table ronde envers la formation des nouveaux joueurs, Shiro conçut vite une solution, organiser un camp d'entraînement estival pour tous les aventuriers de moins de niveau 40 dans la ville côtière de Chaoshi, dans la région de Zantleaf. Ce plan non seulement satisfaisait le souhait de Marielle, mais créait aussi une opportunité pour la nouvelle génération de joueurs d'apprendre et de grandir dans un environnement sûr et structuré. Alors qu'Akihabara bourdonnait d'excitation en préparant le camp, un autre événement majeur survint. Une délégation de la Ligue des Cités Libres d'Istol, l'une des factions les plus puissantes des gens de la Terre, arriva à Akihabara. Il portait une invitation officielle du seigneur Sergent Cohen, demandant à la conférence de la table ronde d'envoyer des représentants à un conseil de seigneurs et à un bal qui se tiendrait le mois suivant. Cela marqua le premier contact officiel entre aventuriers et forces politiques des gens de la Terre, posant un défi diplomatique extrêmement complexe à la table ronde. Il devait peser l'opportunité d'obtenir des infos précieuses sur ce monde contre le risque de s'empêtrer dans les intrigues politiques des pouvoirs natifs. Après d'intenses délibérations, la table ronde décida d'envoyer une délégation composée de Krusty, représentant officiel du conseil, Michitaka pour les guildes de production et Shiro en tant qu'analyste de renseignement. Henrietta choisit aussi de les accompagner, officiellement comme observatrice, mais en vérité pour veiller sur Akatsuki. La destination de la délégation était le palais de glace éternelle, lieu du bal, une magnifique structure entièrement bâtie de glace magique. Là, ils rencontrèrent et conversèrent avec le seigneur Sergeyat Cohen, chef de la Ligue d'Istol. Grâce à cette rencontre, Shiro réalisa que la structure sociale des gens de la Terre était étonnamment similaire au système de guilde des aventuriers, où le pouvoir était distribué et les décisions prises par la discussion. Cependant, l'ambiance au bal était tendue. Les deux camps restaient prudents et observateurs, cherchant à glaner des informations sans trop en révéler. Pendant ce temps, au camp d'été de Kaoxi, les nouveaux joueurs savouraient de la brise marine et se préparaient à leur prochain défi, une expédition de donjon nommée la forêt de Lagranda. Ce serait un vrai test de tout ce qu'ils avaient appris et surtout, ils devraient l'affronter sans l'aide directe de leurs instructeurs, une leçon importante d'indépendance et de confiance entre coéquipiers. Une leçon que Shiro avait soigneusement notée et confiée à Minori. Dans le monde d'Eldertale, les donjons sont des zones spéciales où les batailles contre les monstres se déroulent dans des espaces confinés, exigeant un travail d'équipe complexe. Au palais de glace éternelle, au milieu de l'atmosphère solennelle du bal, la délégation de la table ronde affrontait un autre type de champ de bataille, une lutte diplomatique tendue. Krusty, en tant que représentant officiel, déclina habilement les invitations à danser pour gagner du temps à converser avec le seigneur Sergeya, tandis que Shiro, malgré sa réticence, fut poussé sur la piste pour ouvrir l'événement. Heureusement, Henrietta, avec sa classe de barde, devint une partenaire de danse parfaite, guidant Shiro avec grâce à chaque pas, tout en expliquant le rôle d'un barde, une classe de soutien qui utilise la musique pour renforcer les alliés et affaiblir les ennemis par des effets persistants. Pendant que Shiro et Henrietta dansaient, Akatsuki fut entraînée inopinément par un groupe d'enfants des gens de la Terre pour jouer à cache-cache. Dans ce bref moment de joie, elle réalisa la différence entre elle, une aventurière, et les enfants ordinaires. Au même moment, Minori s'inquiétait de l'expédition de donjon à venir. Alors elle contacta Shiro. Il la rassura en lui rappelant les principes fondamentaux du combat en groupe qu'il lui avait enseigné, soulignant qu'elle n'était jamais seule et que le niveau n'était pas tout. Cette brève conversation donna un grand courage à Minori. Le lendemain, Shiro et la délégation découvrirent que leur nouvelle méthode de cuisine commençait à se répandre dans la communauté des gens de la Terre, signe de l'influence croissante des aventuriers. Shiro expliqua que pour éviter des effets négatifs, il devait mieux comprendre ce monde. Il analysa aussi la situation politique complexe de la Ligue d'Istol, où les familles nobles tentèrent de rallier les aventuriers à leur cause. Ils réalisèrent aussi que le système de quête avait changé depuis l'apocalypse, entraînant des conséquences imprévisibles, surtout pour les nouveaux joueurs. Pendant ce temps, au camp d'été de la forêt de Lagranda, le groupe de Minori, incluant Toya, Isuzu, Sarara et un sorcier arrogant nommé Rundle Housecode, se préparait pour sa première expédition. Malgré des désaccords initiaux dus à leur personnalité conflictuelle, ils entrèrent finalement dans le donjon. Leur première bataille contre 3 squelettes se déroula relativement bien. Toya, en samouraï tank, attira habilement l'attention de l'ennemi avec des attaques à distance, tandis que Rundle House démontrait la puissance destructrice d'un sorcier. Et Isuzu, en barde, utilisait ses chants de soutien pour amplifier leur force magique. Cependant, l'arrogance et l'inexpérience de Rundle House menèrent vite au désastre. Il ne remarqua pas les archers squelettes cachés qui le visaient et en utilisant un sort puissant, il attira l'attention de tous les ennemis sur lui.
Leur formation s'effondra complètement, et les autres ne pouvant soigner à temps, ils n'eurent d'autre choix que de fuir dans le chaos et la défaite. Au même moment, au bal, Krusty déclina poliment mais fermement l'invitation d'un certain seigneur et s'approcha plutôt de la princesse Lenisha El-Har de Cohen, petite fille du seigneur Sergeyat et l'une des figures les plus importantes d'Istil, l'invitant à danser. C'était un mouvement diplomatique significatif dans le monde d'Eldertale. Outre les aventuriers et les gens de la Terre, existaient aussi des races demi-humaines comme les gobelins, des créatures cruelles et nombreuses. Bien qu'individuellement plus faibles qu'un aventurier de niveau intermédiaire, leur force résidait dans leur nombre écrasant et leur diversité. Ils occupaient principalement les régions nord-est de l'archipel de Yamato. Pendant ce temps, au palais de glace éternelle, la délégation de la table ronde faisait face à un emploi du temps chargé de banquets et de réunions avec les seigneurs d'Istol. Ils décidèrent de se séparer pour y assister. Shiro participerait à la réunion du conseil académique, Michitaka au banquet du seigneur d'art et Krusty rejoindrait le rassemblement des jeunes chevaliers. Confiant en sa capacité à gérer la flatterie, Krusty s'arma d'un bouclier exceptionnellement robuste, nul autre que la princesse Lanisha elle-même qui l'avait astucieusement transformée en sa compagne tout au long de la conférence. Lanisha, princesse à la nature mélancolique mais intrinsèquement paresseuse, ne désirant rien d'autre que de paresser toute la journée, trouva d'abord la présence de Krusty extrêmement gênante, le croyant capable de lire ses pensées. Cependant, avec sa perspicacité et son acuité psychologique, Krusty tourna vite la situation à son avantage. Il proposa un arrangement mutuellement bénéfique. Ils apparaîtraient ensemble, offrant l'excuse parfaite pour éviter les mondanités ennuyeuses tout en servant de bouclier contre le regard des autres seigneurs et nobles. Lors d'un match amical contre les chevaliers d'Istol, Krusty démontra la puissance écrasante d'un aventurier de niveau 90. Il vainquit facilement tous ses adversaires et gagna sa récompense, l'honneur d'escorter la princesse Lanicia au banquet du soir. Durant leur conversation privée, Krusty brisa peu à peu la carapace de Lanisha. Il la compara à sa jeune sœur du monde réel, qui partageait des habitudes paresseuses similaires et admit que sa présence apaisait son mal du pays. Leurs échanges, il illustra subtilement la différence fondamentale entre aventuriers et gens de la terre. La liberté de faire ce que l'on veut, de dormir quand on veut et de voyager partout, bien que cette liberté exige aussi une grande détermination et responsabilité. Ce qui commença comme une relation d'exploitation mutuelle se transforma lentement en une relation de compréhension et d'empathie. Pendant ce temps, au camp d'été, le groupe de Minori, après son premier échec, continuait de peiner à conquérir le donjon de la forêt de Lagranda. Ils échouèrent à plusieurs reprises, accablés par l'auto-reproche et l'impuissance. Isuzu commença même à douter de sa propre force, se demandant si elle était trop faible et manquait de potentiel. Malgré sa propre anxiété, Minori s'efforça de rester inébranlable, croyant que c'était une épreuve qu'il devait surmonter seul. Au même moment, la bataille d'esprit entre la conférence de la table ronde et la ligue d'Istol continuait. Après avoir réalisé l'immense pouvoir et potentiel des aventuriers, surtout en technologie et économie, les seigneurs cherchèrent toutes les occasions de les rallier, offrant titres nobles et promettant de grands avantages, comme des demandes d'aide pour développer la technologie de transport maritime afin de contrer les menaces de monstres. Shiro et sa délégation reconnurent cela comme un piège sophistiqué et savaient qu'ils devaient faire attention à ne pas s'empêtrer dans les disputes politiques internes d'Istol. Ils devaient établir des règles claires pour la coopération entre les deux parties. C'est aussi pourquoi Shiro envoya Akatsuki recueillir des renseignements. Elle découvrit que bien que les seigneurs désiraient la coopération, ils étaient aussi profondément méfiants et craintifs de la force des aventuriers, se disputant entre eux sur la manière de gérer la situation, par la diplomatie ou la force. La dernière nuit de la conférence, alors que Shiro se tenait seul sur le balcon en contemplation, il rencontra un mage mystérieux qui se présenta comme Regan du lac Merrill, un homme qui semblait en savoir bien trop sur la nature de l'apocalypse et les secrets les plus profonds de ce monde. Dans l'atmosphère solennelle du palais de glace éternelle, une réunion secrète eut lieu entre Shiro et Regan, l'érudit magicien et héritier du titre de sage du lac Myrtle. Regan révéla une hypothèse surprenante. L'événement connu sous le nom d'Apocalypse était la troisième activation d'une magie de classe mondiale appelée Fraction du Monde. La première eut lieu il y a 350 ans, lorsque les princesses de la race elfe, poussées par la vengeance, utilisèrent le sort pour créer des races demi-humaines à partir d'âmes errantes, plongeant le monde dans un âge de ténèbres. La seconde eut lieu il y a 240 ans, lorsque la magie d'invocation divine fut utilisée pour amener les aventuriers, messagers des dieux, dans ce monde afin de combattre les demi-humains.
Reagan expliqua que selon la théorie de l'âme, la vie se compose de deux types d'énergie, la psyché ou l'âme, équivalent au PM, contenant conscience et personnalité, et l'anima ou le corps, équivalent au PV, détenant les souvenirs stockés dans le cerveau. Quand un gens de la Terre meurt, son anima et sa psyché se dissolvent complètement. Cependant, un aventurier possède un mécanisme de résurrection similaire à celui des demi-humains, permettant à sa psyché de retourner à la cathédrale et de reconstruire son anima. Pourtant, ce processus est imparfait, entraînant la perte d'une partie de leur expérience, ou en d'autres termes, d'une partie de leur mémoire. Cela implique qu'à chaque mort, un aventurier perd des fragments de ses souvenirs, peut-être même ceux liés au monde réel. Pendant ce temps, au camp d'été de Kaoxi, après une série d'échecs consécutifs, l'atmosphère au sein du groupe de Minori était devenue insupportablement lourde. L'auto-reproche et les accusations mutuelles les poussèrent au bord de l'effondrement. Toya, Rundle House, Isuzu et Sarara étaient tous submergés par la frustration et l'impuissance. Malgré leurs meilleurs efforts, ils ne comprenaient pas pourquoi ils continuaient d'échouer même aux défis les plus simples du donjon. Minori, qui avait fait de son mieux pour diriger le groupe selon les enseignements de Shiro, se sentait aussi confuse et anxieuse. Elle sentait qu'elle avait manqué quelque chose de vital, un élément essentiel du combat en groupe que Shiro n'avait jamais explicitement mentionné. Le lendemain matin, avant de se préparer à une autre tentative probablement futile, Minori rassembla son courage et suggéra d'arrêter d'entrer dans le donjon un moment. Elle proposa qu'au lieu de foncer tête baissée vers l'échec, ils prennent le temps de s'asseoir, de parler et de vraiment se comprendre. Elle avait réalisé que ce qui leur manquait n'était pas la force ou la tactique, mais une confiance et une connexion sincère. Ils n'étaient qu'un groupe d'étrangers réunis, pas de vrais amis ou camarades. Ce n'est que lorsqu'ils pourraient se faire confiance et compter les uns sur les autres qu'ils deviendraient une vraie équipe, capable de surmonter n'importe quel défi ensemble. Pendant ce temps, au palais, après sa conversation avec Reagan, Shiro et sa délégation reprirent leurs négociations politiques. Ils firent face à des offres de coopération alléchantes mais dangereuses des seigneurs, chacun avec ses propres agendas et stratagèmes pour attirer le pouvoir des aventuriers à leur cause. Mais avec sa compréhension plus profonde de la nature du monde et de ses dangers cachés, Shiro décida de maintenir une position neutre et prudente. Il savait qu'avant toute décision critique, il devait comprendre le monde et leur place en son sein. Il ne pouvait cesser de penser à ce que Reagan avait révélé, le risque de perdre des souvenirs à chaque mort, une vérité qui pourrait changer complètement la perception de la vie et de la mort des aventuriers dans ce nouveau monde. Il savait qu'il ne pouvait laisser personne d'autre le savoir, du moins pas avant d'avoir trouvé une solution. Après leurs échecs initiaux, le groupe de nouveaux joueurs au camp d'entraînement, sous la direction de Minori, fit finalement une percée. Ils ont réalisé que la cause profonde et insidieuse de leur défaite ne résidait pas dans leurs compétences individuelles ou leur tactique, mais bien dans leur manque criant de compréhension mutuelle et de confiance aveugle. Minori, avec une audace rafraîchissante, a suggéré qu'ils consacrent du temps à échanger, à se découvrir, pour apprendre leurs forces cachées, leurs petites faiblesses, leurs préférences personnelles et leurs habitudes de combat les plus secrètes. La discussion a démarré sur les chapeaux de roue, ou plutôt sur des silences gênés, mais à mesure que chacun s'est doucement dévoilé, ils ont mis au jour des facettes insoupçonnées de leurs camarades. Toya a alors expliqué le rôle crucial d'un tank samouraï, véritable muraille vivante, et l'importance capitale d'attirer et de fixer l'attention de l'ennemi. Tandis que Rudy, alias Rundle House, le magicien, détaillait ses sorts dévastateurs, mais aussi leurs petites faiblesses inhérentes, Isuzu a révélé une compétence de soutien tout à fait unique, la fameuse fugue du lâche, qui pouvait réduire drastiquement les dégâts perçus par l'ennemi, offrant ainsi un avantage tactique absolument crucial sur le champ de bataille. Au fil de cette conversation révélatrice, ils ont réalisé que ce n'est qu'en unissant les forces de chacun, en les fusionnant harmonieusement, qu'ils pourraient former une équipe véritablement inébranlable et redoutable. Forts de cette compréhension fraîchement acquise, ils sont retournés au donjon de la forêt de la Granda, l'esprit regonflé à bloc et le cœur léger. Cette fois, Minori, forte de la confiance et des connaissances qu'elle avait apprises de Shiro, a dirigé le groupe avec une maîtrise et une excellence remarquables. Elle a distribué les rôles avec une clarté cristalline. Toya, le tank de première ligne, chargé d'attirer et de retenir les ennemis les plus féroces. Sarara, la guérisseuse principale, veillant sur la santé de tous. Rudy et Isuzu, les principaux pourvoyeurs de dégâts, frappant sans relâche, tandis qu'elle-même supervisait l'ensemble du champ de bataille, prête à intervenir et à fournir un soutien crucial à tout moment. En conséquence, ils ont vaincu sans peine les ennemis qui les avaient jadis contraints à une fuite éperdue. Ils se sont déplacés avec une coordination parfaite, ont attaqué en harmonie totale et se sont soutenus mutuellement avec une fluidité déconcertante. Cette victoire leur a non seulement apporté de l'expérience et un butin bien mérité, mais bien plus précieux encore, une joie immense et une confiance inébranlable en leurs capacités. Ils avaient appris la leçon la plus précieuse du travail d'équipe, la confiance absolue, et étaient devenus de véritables amis, soudés pour la vie. Pendant ce temps, au somptueux palais de glace éternelle, la délégation de la conférence de la table ronde, malgré des négociations politiques d'une complexité déroutante, avait tout de même réussi à obtenir quelques résultats tangibles. Bien qu'épuisé par ces interminables réunions diplomatiques, Shiro n'oubliait jamais de consacrer un temps précieux à l'étude et à l'approfondissement de ce monde mystérieux. Il perfectionnait sans cesse ses compétences de scribe, avec une détermination sans faille, espérant ainsi forger des objets magiques capables de changer le cours même des événements, ni plus ni moins.
Ces événements, en apparence sans lien aucun, au palais et au camp d'entraînement, furent brutalement interrompus par une invasion de demi-humains d'une ampleur colossale. Une armée massive de Sawajin, ces monstres pisciformes, surgit de la mer de manière totalement inattendue et fondit sur la zone du camp de Shoshi, semant la panique. Mais Otsuge et les autres instructeurs ont rapidement mis en place une défense improvisée, tandis que Shoryu, lui, se jeta au cœur de la mêlée pour protéger chacun et ordonna aux autres d'alerter les groupes encore éparpillés dans la forêt. La situation devint alors d'une gravité extrême, un véritable cauchemar éveillé. Alors que l'invasion se répandait comme une traînée de poudre sur toute la péninsule de Zantleaf, les aventuriers participant au camp d'entraînement furent projetés dans une véritable et impitoyable bataille pour leur survie. Bien qu'ils ne fussent qu'un groupe improvisé formé à la hâte, ils firent preuve d'une coordination absolument remarquable pour contenir l'ennemi, gagnant ainsi un temps précieux, vital pour permettre aux nouveaux joueurs de se retirer en toute sécurité. Pendant ce temps, au palais de glace éternelle, la nouvelle de l'invasion parvint rapidement, tel un coup de tonnerre. Grâce à une conférence télépathique d'urgence brillamment orchestrée, Shiro connecta tous les membres clés de la table ronde, les rassemblant virtuellement malgré leur dispersion aux quatre coins du monde, afin d'affronter cette crise majeure comme un seul homme, uni face à l'adversité. Il a expliqué que cette invasion était la conséquence directe et inévitable de l'événement du retour du roi gobelin, un événement récurrent du jeu qui, s'il était négligé par les joueurs, sans aucune intervention, provoquerait l'émergence d'une armée de gobelins d'une puissance absolument redoutable. Depuis l'apocalypse, personne n'était intervenu, pas une seule âme, ce qui signifiait que cette force gobeline avait atteint une puissance inégalée, plus redoutable que jamais. Shiro a également dévoilé une vérité des plus troublantes. La force militaire des gens de la Terre, y compris celle de la Ligue Distale, était malheureusement insuffisante pour résister à cette invasion massive. Et le statut des chevaliers d'Izumo, cette armée légendaire du jeu, demeurait un mystère total. Face à une guerre de grande envergure, désormais inévitable, et à la perspective de pertes dévastatrices, non seulement pour les aventuriers, mais aussi pour les gens de la Terre, ces mortels qui, eux, pouvaient mourir définitivement. L'atmosphère de la réunion devint de plus en plus lourde, palpable, à couper au couteau. Au palais, la princesse Lannister reçut une nouvelle des plus sombres. Son père devrait impérativement retourner à Mehama pour y diriger la défense de la ville face à l'armée gobeline, tandis qu'elle et son grand-père devaient absolument rester pour poursuivre la conférence et maintenir une stabilité politique déjà fragile. Cette situation plongea Lenisha dans une position des plus délicates, la forçant à affronter des responsabilités qu'elle avait toujours jusqu'alors cherché à fuir à tout prix. De retour au camp d'entraînement, les survivants de l'attaque initiale se regroupèrent sur le terrain de l'école, le cœur lourd où la peur et la confusion se propageaient, contaminant chacun. Neotsugu et les autres instructeurs ont fait de leur mieux pour calmer les esprits tout en analysant la situation avec sang-froid, concluant que la prochaine cible de l'armée gobeline serait très probablement la ville de Kaoxi, une ville sans mur, donc terriblement vulnérable à un assaut en règle, une proie facile. Une vive et houleuse dispute éclata alors parmi les nouveaux joueurs, les divisant profondément. Une faction plaidait ardemment pour une retraite immédiate afin de sauver leur propre vie, tandis que l'autre, menée par Toya, insistait avec ferveur qu'ils ne pouvaient absolument pas abandonner des innocents à leur triste sort. À ce moment crucial où tout semblait perdu, Minori a proposé un plan audacieux presque insensé. Au lieu de s'entêter à défendre une ville indéfendable, vouée à la chute, ils devraient prendre l'initiative de frapper les premiers, de semer la confusion dans les plans de l'ennemi et de s'emparer de l'avantage tactique. C'était une décision téméraire, à la limite de l'inconscience, mais elle révélait aussi la maturité et le sens aigu des responsabilités de ces jeunes aventuriers en herbe. Ils avaient réalisé qu'en tant qu'aventuriers, ils détenaient un pouvoir certain, et avec ce pouvoir venait le devoir sacré de protéger les faibles, même sans qu'on le leur demande, et même sans la moindre récompense à la clé. Au même moment, Shiro prit également une décision capitale. Il révéla un secret qu'il venait tout juste de découvrir. Chaque fois qu'un aventurier meurt, il perd une partie de ses précieux souvenirs du monde réel à jamais. Cette révélation provoqua un choc immense, une onde de stupeur, mais Krusty déclara avec une fermeté inébranlable que la peur n'était absolument pas une option, et que l'inaction par crainte du risque était bien pire que la mort elle-même, une véritable trahison. Il partagea sa propre expérience, admettant avec franchise qu'il avait déjà perdu une partie de ses souvenirs. Hélas, pourtant, cela ne l'avait jamais arrêté, ni freiné dans son élan. Les mots percutants de Krusty ravivèrent le courage de chacun, tel un feu ardent, les aidant à surmonter leur peur paralysante et à se concentrer pleinement sur la recherche d'une solution concrète. Naotsugu et Nayanta, bien qu'engagés sur un tout autre champ de bataille, arrivèrent également pour apporter leur soutien aux nouveaux joueurs. Et en adultes avisés, ils respectèrent pleinement la décision audacieuse de Minori. Ils lui accordèrent la liberté totale de mener à bien son plan, sans entrave, comprenant que la liberté est un privilège sacré des aventuriers, un privilège qui s'accompagne toujours d'une lourde responsabilité et d'une détermination sans faille. Et ils étaient convaincus que Minori était prête à assumer pleinement cette lourde responsabilité sans trembler. Dans l'obscurité épaisse et oppressante qui recouvrait le champ de bataille, les jeunes aventuriers, sous le commandement éclairé de Minori, lancèrent un assaut nocturne audacieux sur l'armée gobeline. Ce plan audacieux émanait de sa propre détermination inébranlable, car elle était convaincue que prendre l'initiative d'attaquer, plutôt que de se contenter de défendre passivement, jetterait l'ennemi dans une confusion totale et perturberait gravement sa coordination, ralentissant ainsi leur avance inexorable et rendant les assauts ultérieurs bien plus faciles à repousser. Toya chargea en tête tel un appât pour attirer deux escouades ennemies droit dans un piège savamment tendu, tandis que Minori, dont la vision était décuplée par une potion oculaire magique empruntée à Naotsugu, voyait clairement dans l'obscurité la plus totale tel un chat nocturne et dirigeait l'intégralité de la bataille depuis l'arrière avec une précision chirurgicale. Elle ordonna à Reddy d'utiliser des sorts de faible envergure pour entraver l'ennemi, conservant ainsi son énergie précieuse pour des attaques bien plus puissantes, tout en dirigeant Isuzu pour qu'elle entonne ses chants de soutien, amplifiant ainsi la force collective de toute l'équipe. Tout semblait se dérouler à la perfection, un témoignage éclatant de leur croissance fulgurante et de leur travail d'équipe exemplaire. Pendant ce temps, dans le somptueux et glacial palais de glace éternelle, un tout autre genre de bataille se jouait, une lutte diplomatique des plus tendues, affleurée mouchetée.
Les seigneurs de la Ligue d'Ista, réunis en secret, loin des oreilles indiscrètes des aventuriers, ont laissé éclater leur désespoir et leur peur panique. Ils ont réalisé que Chaoshi ne pourrait pas tenir bien longtemps face à l'assaut et que les prochaines cibles des gobelins pourraient être Tsukuba, voire même la capitale, Maihama elle-même. Certains soupçonnaient même que cette invasion n'était qu'un complot machiavélique des aventuriers eux-mêmes, visant à les affaiblir davantage. Mais par-dessus tout, une vérité profondément alarmante était soigneusement dissimulée, gardée sous le boisseau. Les chevaliers d'Izumo, cette force militaire légendaire sur laquelle ils avaient toujours compté, s'étaient volatilisés sans laisser la moindre trace. Cela les laissait dans une position désespérée, au pied du mur, les forçant à envisager une stratégie des plus impitoyables, une décision déchirante, sacrifier l'une de leurs propres villes comme un vulgaire appât afin de créer une opportunité pour une contre-attaque massive et décisive. Après la première bataille, le groupe de Minori a profité d'un bref moment de répit bien mérité. Ensemble, ils ont partagé le tout premier butin qu'ils avaient gagné par leur propre force, une magnifique paire de gants de mage. Et sans la moindre hésitation, ils ont tous unanimement décidé de l'offrir à Reddy, le seul d'entre eux à pouvoir réellement l'utiliser. Ce moment a encore plus soudé leur amitié et renforcé leur confiance mutuelle de manière indéfectible. Ils ont partagé leur crainte profonde de combattre dans l'obscurité la plus totale, mais en même temps, ils ont réaffirmé leur résolution inébranlable. Protéger ceux qui en avaient besoin était la véritable et noble mission d'un aventurier, leur raison d'être. De retour à la conférence officielle, l'atmosphère devint électrique, les seigneurs commençant à exercer une pression insoutenable sur la délégation de la table ronde. Avec une arrogance démesurée, ils prétendirent que combattre les gobelins était un devoir divin, ni plus ni moins, une bénédiction des dieux que les aventuriers immortels se devèrent d'accomplir sans discuter. De tels mots, empreints d'une condescendance insupportable, mirent Mishitaka hors de lui. Il ne put plus contenir sa fureur grandissante. Il déclara sans embâche qu'ils n'étaient en aucun cas des citoyens de la Ligue d'Isto, et n'avaient aucune obligation d'obéir aux ordres de quiconque, point final, qu'ils n'étaient pas de simples pions jetables, bons à être envoyés au casse-pipe sous prétexte qu'ils étaient immortels. Car aucun de ces seigneurs ne connaissait la douloureuse vérité. Chaque fois qu'ils mouraient, les aventuriers devaient payer un prix absolument terrible, une part de leur âme. Cette confrontation houleuse mena les négociations à une impasse totale, un blocage complet, jusqu'à ce que, à cet instant précis, quelqu'un d'absolument inattendu fasse son apparition, créant la surprise générale. La princesse Lancia en personne. Longtemps considérée comme une jeune fille paresseuse et timide, sans grand intérêt, elle entra dans la grande salle, le regard rempli d'une détermination inébranlable à la surprise générale. Elle déclara qu'elle irait elle-même à Akihabara pour y lancer un appel à la formation d'une armée de volontaires. Ces mots choquèrent toutes les personnes présentes et brisèrent net l'impasse dans laquelle se trouvaient les négociations. Elle condamna ouvertement la lâcheté et le manque de respect flagrant des seigneurs, sans détour, affirmant que demander de l'aide à des êtres libres comme les aventuriers devait émaner de la sincérité et du respect et non de la contrainte ou de la tromperie mesquine. Pour prouver l'étendue de sa détermination inébranlable, elle révéla le secret que les seigneurs avaient désespérément tenté de dissimuler, la disparition pure et simple des chevaliers d'Izumo. Lenisha déclara avec fermeté qu'elle irait elle-même à Akihabara, qu'elle se tiendrait dans les rues et parlerait à chaque aventurier en personne, sans intermédiaire, cherchant ceux qui seraient prêts à aider, de leur propre gré, par leur liberté et leur volonté. Son discours empli d'un courage inouï a complètement bouleversé la situation, la transformant du tout au tout, même si elle s'effondra d'épuisement immédiatement après, à bout de force. Shiro ne put s'empêcher de ressentir une profonde et sincère admiration pour la détermination sans faille de la princesse. Il réalisa que dans un monde où les aventuriers sont des êtres de liberté absolue, indomptables, seul un respect sincère et une persuasion venant du plus profond du cœur pouvaient les émouvoir et les rallier. Et c'était cette princesse, jadis paresseuse et timide, qui pourrait bien être celle qui sauverait la Ligue d'Istal de sa propre paralysie, de son immobilisme. Lorsque la princesse Lanisha posa le pied pour la toute première fois dans la ville trépidante d'Akihabara, elle ne put cacher son étonnement, mêlé d'une pointe de peur, face à un monde si complètement étranger, si déroutant. Mais elle se rassura rapidement, se rappelant que c'était sa propre décision, mûrement réfléchie, et qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre de paraître faible, pas maintenant. Après s'être assuré de sa sécurité, sans le moindre doute, Krusty retourna temporairement à son quartier général de guilde, le temps de s'organiser, confiant la princesse aux bons soins de Shiro et Akatsuki, qui l'accompagneraient et la soutiendraient dans ses tout premiers pas dans cette ville immense et inconnue. Pendant ce temps, la vie à Akihabara suivait son cours habituel, sans grand chamboulement. Michitaka trouvait les choses un peu ternes, voire ennuyeuses, sans Shiro et la princesse dans les parages, tandis que Saojiru, lui, continuait d'être constamment entouré par les membres féminins de sa guilde, qu'il admirait avec un enthousiasme absolument inépuisable, presque fanatique. Shiro comprit que pour que l'appel de l'Inisha ait le plus grand impact possible, la première impression serait absolument cruciale, déterminante. Ainsi, il l'emmena rencontrer Karishin afin de préparer minutieusement son discours, qu'elle prononcerait devant tous les aventuriers rassemblés. Ensemble, ils sélectionnèrent une armure de Valkyrie, à la fois magnifique et d'une dignité royale, ainsi qu'une épée, non pas destinée au combat, mais pour symboliser sa détermination et sa force intérieure. L'apparition soudaine d'une véritable princesse au cœur de la ville attira rapidement l'attention de tous les passants, créant un attroupement. Ils étaient curieux, captivés et un bourdonnement d'excitation parcourait la foule, palpable. En attendant, l'Inisha goûta même pour la toute première fois le fameux burger croissant, une spécialité locale, une saveur de ce nouveau monde qui la remplit d'une surprise et d'un délice inattendu, un vrai régal. Après qu'Akatsuki et d'autres l'eurent aidé à se changer, l'Inisha apparut, resplendissante, dans une armure d'argent étincelante. Une image à la fois belle et résolue qui gagna instantanément l'admiration de tous, sans exception. Shiro avait rassemblé une foule massive sur la place et alla droit au but sans fioriture, annonçant l'émergence de 20 000 gobelins au nord et la grave menace qu'ils représentaient pour la Ligue d'Istal, une menace existentielle. Il expliqua que bien qu'Akihabara puisse se défendre seul, sans problème, abandonner Istol entraînerait des pertes catastrophiques pour les gens de la Terre. Une tragédie. Pourtant, il souligna également qu'il n'y aurait absolument aucune récompense matérielle directe pour leur aide. Pas un sou.
Après avoir exposé cette difficile et sombre réalité, il présenta la véritable star du jour, la princesse Lanisha en personne. Dans son armure de Valkyrie étincelante, elle monta sur scène, le cœur battant, se présenta humblement, puis commença un discours des plus sincères, touchant les cœurs. Elle ne cacha absolument pas la faiblesse criante d'Istel, loin de là. Elle admit ouvertement que les seigneurs s'étaient comportés lâchement, avec l'intention d'exploiter et de forcer les aventuriers immortels à se battre à leur place comme de vulgaires pions. Elle révéla publiquement le secret de la disparition des chevaliers d'Izumo, un secret bien gardé, et au nom de tous, inclina la tête dans les excuses les plus sincères et les plus profondes. Elle déclara qu'elle ne possédait rien de valeur pour les remercier, pour les récompenser, qu'il n'existait aucun prix digne de leur liberté inestimable. Mais en tant que membre de la noble famille Koen, elle était liée par le devoir sacré de protéger la ville de Mejama, coûte que coûte. Et bien qu'elle ne fût elle-même rien de plus qu'une faible fille paresseuse, une simple décoration sans grand pouvoir, elle déclara avec une force inattendue qu'elle se battrait, quoi qu'il arrive. Cette ferme déclaration émut profondément le cœur de milliers d'aventuriers rassemblés là, les touchant au plus profond de leur être. Et puis elle lança son ultime plaidoyer, un appel non fondé sur le devoir ou une quelconque récompense matérielle, mais sur leur bonne volonté et leur propre liberté. Elle les supplia de se battre à ses côtés, avec elle. Le discours de Lanisha réussit alors au-delà de toutes les espérances, de toute imagination. Les acclamations de soutien rugirent à travers toute la place, un véritable tonnerre d'applaudissements. Les aventuriers qui aspiraient depuis si longtemps à un but, à une cause noble à laquelle croire de tout leur être, furent complètement captivés par le courage et la sincérité désarmante de la princesse conquis. Immédiatement, Krusty s'avança d'un pas décidé et annonça la formation d'une armée expéditionnaire. Sans plus attendre, avec lui-même au poste de commandant en chef et Shiro en tant que stratège principal. Une campagne de recrutement massive fut alors lancée à grande échelle. Ensuite, tandis que Linisha était encore sous le choc, déconcertée par l'ampleur de ce qu'elle venait d'accomplir, Shiro, Krusty et Michitaka élaborèrent rapidement un plan d'action détaillé. Ils décidèrent de privilégier la vitesse. Une force d'élite d'environ 1200 volontaires serait transportée à toute vitesse au port de Narashino à bord de l'Occipit, un prototype de bateau à vapeur, toute nouvelle invention des guildes de production. Shiro, lui, se dirigerait vers le parc équestre de Midron pour y établir un centre de commandement stratégique crucial. Cependant, les actions unilatérales de Lanisha suscitèrent de vives préoccupations politiques, des remous. Lord Sergei Koen, son grand-père, rencontra Michitaka en privé, craignant que les autres seigneurs ne soupçonnent la famille Koen de conclure des accords secrets avec Akihabara pour renforcer leur propre pouvoir, une manœuvre politique. Mais après avoir pleinement compris la situation, il fit une proposition d'une sagesse absolument remarquable. Au lieu de tenter de fusionner la conférence de la table ronde au sein de l'Alliance Noble, ce qui serait complexe, il suggéra de signer un pacte de non-agression et un traité commercial, reconnaissant Akihabara comme une puissance égale, un pas diplomatique historique et audacieux. Pendant ce temps, au camp d'été, après avoir repoussé avec succès la première vague d'attaques ennemies, les nouveaux joueurs furent chaleureusement accueillis par Mariel, avec soulagement. Neotsugu réalisa que c'était la jeune génération, celle qui n'était pas entravée par l'ancienne mentalité d'un simple jeu, qui pouvait le plus facilement accepter les gens de la Terre comme de véritables êtres humains et était prête à se battre pour les protéger sans hésitation. De retour à Akihabara, toutes les préparations étaient enfin terminées, dans les moindres détails. Krusty était prêt à mener son armée au combat, le cœur vaillant, et avec son ordre final retentissant, tuez-les tous, la première expédition des aventuriers d'Akihabara commença officiellement dans un élan de ferveur. Les forces d'avant-garde sous le commandement éclairé de Krusty, après avoir débarqué sans encombre au port de Narashino, avancèrent rapidement vers l'ouest, en direction du lac Kazumi, pour y affronter de front l'avant-garde gobeline, sans reculer. La bataille fut féroce et d'une intensité inouïe, un véritable carnage, mais grâce à un leadership supérieur et à la force écrasante des aventuriers de haut niveau, l'armée de Krusty domina complètement l'ennemi, brisant ses lignes avec une facilité déconcertante comme du beurre. Même lorsque les géants arrivèrent en renfort pour soutenir les gobelins, colossaux et menaçants, ils ne fléchirent pas, mais poursuivirent l'attaque sans relâche, avec une détermination farouche. Cependant, au milieu du chaos assourdissant de la bataille, la princesse Lanisha remarqua quelque chose d'étrange, de troublant, bien que Krusty semblât se délecter pleinement du combat, comme un poisson dans l'eau. Ses yeux portaient une profonde tristesse, une solitude indicible qui ne pouvait être exprimée par de simples mots. Pendant ce temps, au centre de commandement stratégique établi au parc équestre de Midron, Shiro travaillait sans relâche, avec une énergie inépuisable tel un forçat. Ils avaient réussi à mettre en place un réseau de communication télépathique complexe et performant, permettant à Shiro de coordonner toutes les unités combattant sur les différents fronts avec une fluidité déconcertante. Pourtant, Shiro était également conscient d'un problème de taille, une difficulté majeure. Vaincre l'armée gobeline n'était pas l'objectif ultime, la finalité de tout cela. Plus important encore, il fallait empêcher les gobelins, une fois vaincus, de se disperser et d'attaquer les villages des gens de la Terre, causant des ravages. Par conséquent, son plan était de les acculer et d'attirer toutes les forces gobelines vers un point unique, un piège. Et l'emplacement clé de toute cette stratégie complexe était la ville de Kaoxi, là où les nouveaux joueurs étaient stationnés. Au même moment, à Kaoxi, les nouveaux joueurs faisaient face à leur propre épreuve, un défi de taille. Une armée de Sawajin, ces monstres humanoïdes pisciformes, se comptant par milliers, étaient soudainement apparus et avaient encerclé la ville, sans laisser d'échappatoire. Confronté à un ennemi écrasant et d'une férocité inouïe, sans pitié, Mariel se leva, le cœur vaillant, et appela tout le monde à se battre ensemble pour protéger la ville, coûte que coûte. La bataille de Kaoxi éclata alors, et dans cette lutte acharnée, le groupe de Minori brilla de nouveau d'un éclat éclatant, se distinguant
Ils ont non seulement combattu avec un courage exemplaire, mais ont également démontré une croissance remarquable dans leur coordination et leur exécution tactique impressionnante. Toya et Sarara étaient devenus bien plus forts, plus résilients, et Isuzu et Rudy combattaient en parfaite et étonnante harmonie un balai mortel. Et surtout, Minori elle-même a brillamment employé le style de combat à contrôle total, autrefois l'apanage de Shiro, une stratégie exigeant une conscience situationnelle étendue, des calculs d'énergie précis au dernier pourcentage près, et la capacité de prédire le déroulement de la bataille jusqu'à 30 secondes à l'avance, un véritable exploit. Bien que Minori ne puisse prévoir qu'environ 10 secondes dans le futur, pour l'instant, elle prouva qu'elle réduisait constamment l'écart entre elle et le professeur qu'elle admirait si profondément, avec acharnement. Cependant, la bataille devint de plus en plus brutale, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait soudainement, suivie par l'apparition de deux loups sinistres plongeant le groupe de Minori dans une situation extrêmement dangereuse, un véritable guêpier. Les attaques de l'ennemi étaient d'une telle férocité que leur capacité de guérison ne pouvait plus suivre le rythme, débordée. Lorsque Toya fut sur le point de s'effondrer, à bout de force, Rudy prit la décision déchirante de se sacrifier, attirant l'attention des loups pour créer une ouverture vitale pour ses coéquipiers, un acte héroïque. Son acte courageux leur permit de renverser le cours de la bataille, de changer la donne, mais le coup fut absolument insupportable, un sacrifice immense. Rudy était tombé, et alors une vérité choquante, glaçante fut révélée au grand jour. Rudy était un Jean de la Terre, un mortel. Cela signifiait que sa mort était permanente, irréversible, sans retour possible. Toutes les tentatives de réanimation de Sarara et Minori furent désespérément vaines, sans succès. La douleur et un sentiment d'impuissance totale envahirent alors tout le groupe, les submergeant. À travers ses larmes, Isuzu confessa qu'elle avait toujours connu ce secret depuis le début, mais n'avait pas pu se résoudre à le révéler à qui que ce soit, craignant que cela ne brise le rêve de Rudy de devenir un aventurier, son plus grand souhait. Confrontée à cette cruelle et insoutenable vérité, Minori prit une dernière décision, un choix ultime. Elle rassembla toutes ses forces et lança un appel désespéré à l'aide, un cri déchirant vers Shiro, un appel qui transcendait les lois mêmes de ce monde, un miracle. Et quand Shiro entendit ce cri à l'aide, cela le frappa au plus profond de son être, le secouant. Même s'il était en plein cœur de la coordination de la guerre, sous une pression immense, il n'hésita pas une seconde à tout laisser de côté pour répondre à l'appel désespéré de ses élèves sans attendre. Il quitta immédiatement le poste de commandement, confiant le contrôle opérationnel à Karishin, sans un mot de plus, et se dirigea d'urgence sur son griffon, filant à toute vitesse vers Kaoxi. D'innombrables pensées tourbillonnaient dans son esprit. Que pouvait-il bien faire dans ce monde déraisonnable, surtout quand Minori avait besoin de lui maintenant plus que jamais, de toute urgence. Alors qu'il volait à toute vitesse vers le champ de bataille, Shiro évalua rapidement la situation, avec une lucidité implacable. Il savait que les sorts de résurrection normaux ne fonctionnaient absolument pas sur les gens de la Terre, car leurs âmes se dissiperaient irrémédiablement une fois leur corps détruit, sans espoir. Cependant, se basant sur l'hypothèse de Ragan selon laquelle si le corps pouvait être restauré à temps, l'âme pourrait être préservée, Shiro ordonna à Minori et Sarara de lancer continuellement des sorts de résurrection pour empêcher le corps de Rudy de s'effondrer. Ce fut une course contre la montre. Le corps de Rudy était à peine maintenu, son âme continuait de s'évanouir. Au milieu du chaos de la bataille, Shiro mit rapidement en œuvre un plan, une nouvelle magie qu'il avait lui-même créée. Il avait préparé à l'avance un contrat rédigé avec les matériaux magiques les plus raffinés, le papier du roi des fées et l'encre faite à partir de l'œil du dragon du temps, afin d'accomplir un rituel jamais tenté auparavant. À son arrivée, Shiro ordonna à tous de former un cercle défensif. Avec le champ d'Isuzu fournissant de l'énergie, il commença le rituel. D'abord, utilisant sa capacité d'enchanteur, Canal Mana, il absorba un fragment des âmes de chaque membre présent, y compris la sienne, puis transféra une partie de cette énergie d'âme combinée à Rudy. Il utilisa ensuite un rare encens de résurrection pour reconnecter de force l'âme et le corps de Rudy, le transformant en un état de semi-mort vivant pendant 3 minutes. Rudy se réveilla, mais il savait que son temps était compté. Acceptant calmement son destin, il se préparait à dire adieu, mais Shiro refusa. Il réprimanda Rudy pour son manque de détermination, lui disant que ce qu'il avait appris dans le donjon n'était pas la tactique, mais la volonté de survivre. Alors, Shiro présenta un contrat, un document magique capable d'altérer les lois mêmes du monde. Le contrat stipulait que Rudy deviendrait membre de la guilde Log Horizon, et en échange, il obtiendrait le statut d'aventurier. C'était une décision incroyablement dangereuse, mais Rudy n'hésita pas. Il affirma fermement que son plus grand souhait était de devenir un aventurier, quelqu'un qui pourrait aider les autres. Avec l'aide d'Isuzu, Rudy signa le contrat, et immédiatement après, il s'effondra de nouveau. Shiro expliqua que pour achever le pacte, Rudy devait mourir une dernière fois, puis il ressusciterait à la cathédrale en tant que véritable aventurier. Pendant ce temps, les forces d'avant-garde de Krusty continuaient leur avancée, anéantissant l'armée du général Gobelin et ouvrant la voie à la bataille finale contre le roi Gobelin. De retour à Kaoxi après un long et épuisant combat, la force expéditionnaire arriva enfin et vainquit rapidement l'armée Sawajan, apportant victoire et paix à la ville. Quelque temps plus tard, à l'intérieur de la cathédrale d'Akihabara, Rudy se réveilla. Sur son écran de statut apparut une nouvelle ligne. Sous-classe, aventurier, son rêve était devenu réalité. Il était devenu quelqu'un comme Isuzu, comme Shiro, un véritable aventurier.
Dans ce moment joyeux, Isuzu apparut, le réprimandant avec inquiétude et colère pour son acte imprudent. Mais derrière ces mots se cachait soulagement et profonde préoccupation. Leur lien était entré dans un nouveau chapitre. La grande victoire assurée, un grand bal fut organisé pour célébrer, marquant un nouveau départ pour Istel et la conférence de la table ronde. Un mois après le triomphe, une atmosphère festive emplissait le palais de glace éternelle, où un somptueux banquet honorait l'alliance réussie entre les villes libres d'Istel et la conférence de la table ronde. Pourtant, au milieu des rires et des célébrations animées, Akatsuki ressentait une tristesse discrète, car une fois de plus, Shiro avait choisi de rester dans l'ombre. Il avait habilement décliné l'invitation, laissant la vedette à Krusty qui brillait toujours de mille feux et servait de parfait représentant en de si grandes occasions. Dans la salle scintillante, le festin battait son plein. Nayanta, Naotsugi et les autres savourèrent joyeusement les plats exquis, les délicieux fruits de leur propre découverte. Dehors, des enfants étaient rassemblés autour d'un conteur qui tissait habilement des récits des événements héroïques qui venèrent de se produire, transformant la guerre féroce en une légende de héros, surtout l'histoire d'un jeune homme qui avait transcendé la mort elle-même pour devenir un aventurier. Grâce à une nouvelle magie créée par un grand mage. Ce mage mystérieux, bien sûr, n'était autre que Shiro. Alors que Shiro passait et entendait l'histoire par hasard, le conteur s'arrêta soudainement et disparut. Plus tard, Shiro rencontra Ragan, non seulement pour célébrer la victoire, mais aussi pour être officiellement reconnu pour avoir créé avec succès un nouveau type de magie de classe mondiale, un pouvoir capable d'altérer les lois de l'existence. Cependant, Regan apporta aussi des nouvelles troublantes. Il révéla qu'une poussée similaire d'immense énergie magique venait d'être détectée loin à l'ouest, dans la ville de Minami, une région sous le contrôle d'une puissante guilde et protégée par le Saint-Empire de Westaland, une nation historiquement liée à la famille Cohen. Cette information, combinée à ce que Shiro venait d'apprendre sur un événement de grande envergure appelé le Festival des démons de la Porte de l'Oiseau Vermillon se déroulant à l'ouest, lui fit réaliser une vérité surprenante, tandis qu'Akihabara retrouvait progressivement sa stabilité. D'autres bouleversements majeurs se déroulaient discrètement à travers l'archipel de Yamato, et il devait se préparer aux nouveaux défis qui pouvaient frapper à tout moment. Interrompant son flot de pensées stratégiques, Shiro partit et rejoignit la fête. Akatsuki le trouva bientôt et ils eurent une conversation privée. Là, Shiro lui exprima sincèrement sa gratitude, admettant que c'était grâce à elle, à ses côtés, le protégeant à chaque bataille, recueillant des informations vitales et partageant ses secrets les plus profonds, qu'il avait pu aller si loin. Ces mots, bien qu'un peu maladroits, étaient remplis d'une sincérité authentique, émouvant le cœur d'Akatsuki. Et à ce moment-là, alors que la douce mélodie du vieux thème d'Elder Tale jouait, Shiro fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il invita Akatsuki à danser. La danse n'était peut-être pas parfaite, même un peu gauche, mais c'était le témoignage le plus clair de leur lien spécial et du respect qu'ils lui portaient. Pendant ce temps, la piste de danse s'anima à mesure que d'autres couples se joignaient à eux. Krusty et Linasha ouvrirent le bal avec une valse élégante. Nyanta guida doucement Sorara qui, après quelques hésitations, décida de continuer à se dédier à l'alliance de la lune croissante, plutôt que de rejoindre Log Horizon afin de prendre soin des nouveaux joueurs, une décision qui montrait sa croissance et son sens des responsabilités. Rudy et Isuzu partagèrent aussi une danse, marquant un nouveau départ dans leur relation. La fête se termina dans une atmosphère chaleureuse et pleine d'espoir. Non seulement une célébration de victoire, mais aussi un tournant qui renforça la coopération et l'amitié entre les deux peuples. Quelques jours plus tard, la princesse Lenisha s'installa officiellement à Akihabara pour assumer son rôle d'ambassadrice. Pendant ce temps, Shiro répandait habilement des rumeurs sur la perte de mémoire après la mort. Bien que cela ait d'abord causé une certaine inquiétude, cela ne mena pas au chaos, car la communauté avait désormais un sens renouvelé de l'ordre et de la confiance. La vie à Akihabara retrouva progressivement son rythme habituel, mais Mainuri semblait toujours nourrir un sentiment inavoué dans son cœur envers son mentor. Puis, alors que les premiers vents d'automne commençaient à souffler, Marielle proposa d'organiser un grand festival d'automne, une idée immédiatement adoptée par tous. Le stratège à lunettes présenta un plan détaillé pour un événement appelé le Festival de l'Équinoxe Céleste. L'atmosphère animée du Festival de l'Équinoxe Céleste enveloppa bientôt tout Akihabara, le premier grand événement de la ville depuis l'Apocalypse, ravivant l'enthousiasme de tous. Les guildes du combat à la production préparèrent avec enthousiasme des stands spéciaux et des produits uniques, comme des statues de princesses finement sculptées. Pendant ce temps, l'Alliance de la Lune croissante était tout aussi animée avec des projets de défilés de mode et le retour de la célèbre marque de burgers en forme de croissant. Au milieu de l'agitation, un événement parallèle, le buffet de dessert à volonté, attira une attention considérable, surtout d'Akatsuki et Minori, deux jeunes filles qui partageaient discrètement des sentiments pour la même personne.
Shiro, toujours absorbé par son travail à la bibliothèque, entouré de piles de documents et de plans stratégiques, semblait ignorer l'ambiance festive extérieure. Après avoir reçu une poupée à son effigie en cadeau d'Akatsuki, Henrietta s'inquiéta pour la santé de Shiro et décida de lui rendre visite. Elle lui apporta non seulement les documents nécessaires, mais lui conseilla aussi de prendre du temps pour se reposer et profiter du festival avec les membres de la guilde, puisque Log Horizon, en tant que membre de la conférence de la table ronde, avait aussi la responsabilité de contribuer au succès de l'événement. Après le départ d'Henrietta, Akatsuki apparut, l'air un peu troublé. Elle lui apporta des gâteaux de haricots rouges sucrés et, rassemblant tout son courage, l'invita au buffet de dessert avec elle, expliquant que les couples pouvaient entrer gratuitement. Au même moment, Minori arriva aussi avec une invitation similaire. Elle expliqua que gagner le concours de mangeurs de dessert offrirait 2 billets pour le banquet crépusculaire avec la princesse Lanisha, et elle voulait que tout le monde voie le vrai Shiro, au grand cœur, et non le soi-disant méchant à lunettes, comme le prétendaient les rumeurs. Face à cette situation délicate où les deux filles l'invitaient avec enthousiasme, Shiro décida d'y aller avec les deux. Avec l'aide d'Henrietta et Isuzu, Akatsuki et Minori choisirent leur plus belle tenue, un élégant kimono pour Akatsuki et une jolie robe pour Minori en préparation de cette sortie spéciale. Le buffet de dessert commença enfin, mais ce n'était rien de ce que Shiro avait imaginé. Il dut non seulement supporter la pression des regards curieux, mais aussi l'enthousiasme débordant d'Akatsuki et Minori, qui continuaient à le gaver de gâteaux l'un après l'autre, le mettant dans une situation extrêmement embarrassante. Après cette bataille tendue, ils quittèrent le café et Minori s'éclipsa discrètement la première pour leur laisser un peu d'intimité. De retour à son bureau, Shiro ne pouvait s'empêcher de penser à son rôle de maître de guilde et décida qu'il devait passer plus de temps avec ses membres. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il rencontra Akatsuki de nouveau. Ils eurent une brève conversation et à ce moment-là, Akatsuki, peut-être involontairement, agite un peu affectueusement envers Shiro. Cela fut vu par Minori, qui s'apprêtait justement à lui apporter du thé. Surprise, elle se détourna rapidement. Dans un élan de jalousie, elle pensa impulsivement que Shiro lui appartenait. Mais elle réalisa vite son erreur et s'enfuit en larmes. Toya trouva sa sœur sanglotant de manière incontrôlable. Il ne fut pas surpris d'apprendre qu'elle aimait Shiro, c'était en fait assez évident. Il consola Minori, lui disant qu'aimer quelqu'un n'était pas une mauvaise chose, et que même si ça faisait mal, elle n'avait rien fait de mal. Ces mots doux la calmèrent, et Minori réalisa qu'elle n'avait pas encore perdu, qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'elle pouvait faire pour poursuivre ses sentiments. Le deuxième jour du festival de l'équinoxe céleste, Akihabara devint encore plus animée et festive. Chaque membre de Log Horizon avait ses propres plans. Naotsugu s'occupait de son inspection de sécurité alimentaire, ce qui était clairement une excuse pour manger. Isuzu et Rudy profitèrent du festival ensemble comme un vrai couple et Toya aida au stand de l'Alliance de la Lune croissante. Pendant ce temps, Shiro était toujours enseveli sous la paperasse et seul Minori avait ses propres plans. Cependant, les premiers signes de problème commencèrent aussi à apparaître, alors que les différences culturelles et sociales entre les aventuriers et les gens de la Terre commençaient à faire surface. En savourant de la nourriture de rue, Nayatsugu et Akatsuki durent intervenir dans une dispute entre un marchand des gens de la Terre et un aventurier. Henrietta, visiblement fatiguée, se dépêchait de préparer un défilé de mode, n'oubliant pas d'attribuer à Akatsuki le rôle de mannequin, tandis que Lanisha, en tant qu'ambassadrice, s'adaptait progressivement à ses nouvelles fonctions et se préparait pour le banquet crépusculaire. Pendant ce temps, Minori assistait diligemment Karishin au bureau du conseil de la guilde d'artisanat, qui était submergé par une charge de travail énorme. Là, elle démontra une amélioration remarquable depuis qu'elle était devenue l'élève de Shiro. Avec sa compétence de scribe apprenti, elle organisa et traita efficacement la montagne de documents, prouvant que devenir l'élève de Shiro avait été le bon choix. Ce n'était pas seulement un moyen pour elle d'être plus utile à la guilde et à Akihabara, mais aussi un pas en avant sur son propre chemin, un chemin qu'elle avait choisi pour elle-même. Pourtant, au milieu de l'atmosphère festive, les signes d'une conspiration bien plus vaste commençaient à émerger discrètement. Les étals de marchands tenus par les gens de la Terre, surtout ceux des régions occidentales, commencèrent à causer des problèmes. Ils provoquèrent délibérément des querelles et firent des demandes déraisonnables pour perturber l'ordre du festival, allant de l'insistance à monopoliser les produits en édition limitée à l'obstruction volontaire des passages et la création d'embouteillages. Tout semblait faire partie d'un plan délibérément orchestré. Même si Shiro était toujours dans son bureau, il sentit quelque chose d'inhabituel à travers le flux constant de rapports de sécurité qui lui parvenaient.
Puis un appel de Minori clarifia tout. En traitant des documents, elle avait découvert quelque chose d'étrange. Un grand nombre de formulaires d'inscription au festival soumis par les gens de la Terre contenaient de nombreuses erreurs de base. Des erreurs qu'aucun marchand ordinaire ne ferait jamais. Shiro réalisa immédiatement que ce n'était pas une coïncidence, mais une attaque délibérée contre la jeune économie et l'ordre social fragile d'Akihabara. L'ennemi utilisait des innocents comme outils pour créer le chaos. Alors qu'il tentait de rassembler les indices, un autre rapport arriva. Un navire mystérieux avait accosté, transportant un noble de l'Ouest, Lord Malves, qui entrait maintenant dans Akihabara. Avec un sentiment inquiétant, Shiro comprit qu'il avait été négligent et que l'ennemi détenait désormais l'initiative. Une guerre sans armes, mais non moins dangereuse, était sur le point d'éclater au cœur d'Akihabara. Alors que le festival de l'équinoxe céleste entrait dans son deuxième jour, Akihabara fut complètement englouti par une marée humaine, créant une scène d'une vivacité sans précédent. Cependant, avec l'effervescence vint une série d'incidents continus à travers la ville. Des petites disputes et accidents de la circulation aux plaintes infondées. Tous avaient un point commun, l'implication de gens de la Terre d'autres régions. Ces perturbations causaient progressivement du désordre et de la confusion au sein du festival. Bien que Shiro ne fût pas physiquement présent, il surveillait attentivement chaque développement depuis son bureau. Par analyse, il découvrit une vérité troublante. Environ 15% de la population temporaire était responsable de plus de 60% des perturbations, et une grande partie d'entre eux venaient de l'Ouest. Cela renforça son hypothèse qu'il s'agissait d'un assaut délibéré visant à saper la crédibilité de la conférence de la table ronde, et peut-être même à saboter le traité de coopération entre Istel et Akihabara. Pendant ce temps, la princesse Lanisha, occupée à préparer le banquet crépusculaire, un événement diplomatique majeur, reçut également la nouvelle de l'arrivée soudaine de Lord Malves, un puissant noble de Westland. Elle sentit une menace potentielle, mais décida tout de même de le recevoir avec toute la courtoisie, car son objectif principal était de renforcer les liens avec les aventuriers. Réalisant que la situation devenait de plus en plus complexe, Shiro décida d'agir. Pourtant, il comprit qu'annuler le festival ou affronter ouvertement le problème ne ferait qu'aggraver les choses. C'était exactement ce que l'ennemi voulait. Il choisit donc une voie différente, une contre-attaque silencieuse mais efficace. Il n'avait pas besoin d'épée ou d'armes. Ce qu'il lui fallait, c'était des informations et des personnes capables de les recueillir et de les traiter rapidement. Minori fut désigné comme centre de communication, chargé de collecter et de compiler tous les rapports d'incidents. Ce n'était en aucun cas une mission facile, mais elle l'accepta volontiers. C'était sa chance de prouver ses capacités et de montrer qu'elle méritait vraiment d'être l'élève de Shiro. Elle le considérait comme son propre champ de bataille, où elle se battrait avec intellect et dévouement pour protéger ce que son mentor avait bâti. Au bureau du conseil de la guilde d'artisanat, converti en centre de commandement temporaire, Minori démontra rapidement ses capacités, appliquant les leçons tactiques de Shiro à la gestion de l'information. Elle traita les commis d'entrepôt, gérant de nombreuses plaintes comme la ligne de front, Karishin et les autres résolvant les problèmes complexes comme les guérisseurs, et elle-même comme l'arrière-garde inébranlable soutenant tout le monde par derrière. Mais même si Shiro disposait d'un système efficace de collecte d'informations, il se sentait toujours bloqué. Les actions perturbatrices de l'ennemi ne semblaient suivre aucun schéma. Elles étaient trop aléatoires, trop dénuées de sens. Du blocage de route à la propagation de rumeurs absurdes, aux disputes pour des raisons triviales, jusqu'à des farces ridicules comme commander un nombre massif de pizzas sans destinataire ou disperser des cafards en caoutchouc partout, tout semblait être un désordre sans but. C'est cette nature aléatoire qui mettait Shiro profondément mal à l'aise. Mais alors, une rencontre fortuite avec Saojiro apporta une étincelle d'inspiration. Saojiro lui raconta comment il avait jadis géré une pâtisserie en mobilisant toutes ses fans féminines pour qu'elles y mangent jusqu'à ce que le magasin soit en rupture de stock de gâteaux. Un acte complètement imprévu, spontané, fait purement par impulsion. Et Shiro réalisa que pour gérer le chaos, parfois la meilleure façon était de combattre le chaos par un autre type de chaos, un chaos contrôlé. Immédiatement, Shiro mobilisa une force spéciale, plus de 20 escouades composées entièrement des fangirls de Saojiro. Elles furent chargées de patrouiller la ville, motivées par une raison très simple mais extrêmement efficace, la chance d'être proche de leur idole. Cette armée de fangirls, avec leur enthousiasme et leur charme social, résolut rapidement et efficacement les petites disputes, des querelles d'amoureux aux conflits mineurs. Et plus important encore, leur simple présence fit reculer les fauteurs de troubles. La situation était inversée, mais la bataille n'était pas encore terminée. Shiro savait que le véritable cerveau ne s'était pas encore révélé, et que sa cible finale était la princesse Lanisha, qui assistait au banquet crépusculaire. Sans hésiter, il confia temporairement le commandement à Nyanta et se précipita à la résidence Watermaple. Là, il confronta Lord Malves, qui faisait arrogamment pression sur Lanisha à propos d'une mystérieuse cargaison.
Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Shiro s'avança avec un sourire mystérieux. Il était venu chercher sa princesse. Au milieu du chaos orchestré du festival, Shiro se retrouva enfin face à face avec le cerveau de toute l'affaire, Lord Malvez de Westland. Il apparut inopinément au banquet crépusculaire aux côtés de Michitaka et Krusty, membres clés de la conférence de la table ronde, brisant le plan de Malvez d'intimider la princesse Lanisha. Avec un mélange de sarcasme et de fermeté, Shiro prétendit rejeter toute la faute sur Lanisha, affirmant que son étourderie avait causé la confusion dans la préparation de l'entrepôt pour la précieuse cargaison de fruits de mer de Malvez et que lui, en tant qu'allié, prendrait la responsabilité en son nom. Bien que Lanisha fût initialement confuse, elle saisit rapidement l'intention de Shiro et joua le jeu. Cependant, le véritable atout de Shiro résidait ailleurs. Il avait forgé une lettre avec la signature de Malvez adressée à la table ronde, servant de preuve irréfutable que la préparation de l'entrepôt était le devoir de la table ronde, et non celui de la princesse. Lorsque Malvez exigea l'entrepôt, Shiro fit signe à Michitaka de porter le coup de grâce. Michitaka annonça que bien que l'entrepôt de la table ronde fût plein, l'entrepôt privé de la guilde océanique, avec 10 fois la capacité requise, était prêt et disponible pour déplacer la cargaison immédiatement. Face à une telle mise en scène impeccable et à un coût imparable, Lord Malvez n'eut d'autre choix que de feindre la maladie et de se retirer en pleine humiliation. Son stratagème avait été complètement exposé et anéanti. Shiro réussit à tirer Lanisha de cette situation délicate, mais il n'oublia pas son objectif initial, utiliser le banquet crépusculaire pour renforcer la relation entre les aventuriers et les gens de la Terre. Il a transformé le banquet en événement public, invitant la princesse sur scène pour interagir avec tout le monde. Un geste qui non seulement montrait du respect, mais créait aussi une occasion en or de faire tomber les barrières entre les deux camps et de s'assurer que tout se déroulerait comme sur des roulettes, sans accroc. Il a délibérément joué les méchants, ouvrant ainsi la voie à Krusty pour qu'il devienne le héros aux yeux de Lanisha et du public. Une stratégie d'abnégation pour le bien commun que Minori et Akatsuki ne pouvaient absolument pas comprendre et qui a semé en eux un mélange d'émotions pour le moins complexes. Minori avait le cœur brisé de voir son maître si mal compris, tandis qu'Akatsuki était rongé par le regret de ne pas avoir été à ses côtés pour partager ce fardeau. Et puis, dans un moment de calme suspendu, une rencontre des plus fatidiques se produisit. Nuiya, la maîtresse de guilde de plantes Ashwayaton et souveraine de toute la cité occidentale de Minami, apparut soudainement devant Shiro. Elle venait avec une offre des plus alléchantes, invitant Shiro à rejoindre sa guilde pour régner ensemble sur le monde. Mais c'était aussi une menace à peine voilée. Elle révéla qu'elle savait absolument tout de lui, de la création de sa nouvelle magie jusqu'à ses secrets les plus inavouables. Elle prétendait même avoir découvert une méthode pour retourner dans le monde réel, une faille capable de faire disparaître n'importe qui, ni vu ni connu. Elle laissa à Shiro le choix, soit partir avec elle et chercher un moyen de rentrer chez lui, soit rester et poursuivre sa lutte, somme toute assez vaine. Bien que secoué, Shiro refusa. Il affirma avoir une excellente raison de rester. Ses amis, ses camarades avec qui il avait bâti ce monde, pierre par pierre. Il ne pouvait pas les utiliser comme excuse pour s'enfuir, pas question. Le refus de Shiro n'a pas mis Naraha en colère. Au lieu de ça, elle a souri et a déclaré qu'un jour, il lui appartiendrait, c'était écrit. Puis elle s'évanouit, laissant Shiro avec une vague mais persistante inquiétude quant à l'avenir. Quand le festival prit fin, tout le monde à Log Horizon se réunit, savourant ses derniers instants de paix avant l'inconnu. Et tandis que Shiro regardait ses amis, il trouva sa réponse. Le prochain objectif de Log Horizon n'était plus seulement de reconstruire une ville ou de trouver un chemin vers la maison, non, c'était quelque chose de bien plus grand. Ils allaient changer le monde. Et avec cette résolution, la première saison de Log Horizon s'acheva, ouvrant la porte à un chapitre nouveau et des plus prometteurs. Adieu.